moi j'étais en fait très focus sur le côté builder entre guillemets. J'avais besoin de construire les choses, de les faire, de les coder, tu vois. Et comme c'était toujours été un manquement parce que dans mon background académique j'ai jamais eu ça, bah en fait j'étais focus que là-dessus, tu vois. J'ai mis du temps à comprendre qu'en fait la technique n'est jamais un problème. Genre ça n'existe pas un problème technique. Pas dans ce qu'on fait. À moins que tu fasses de la recherche fonda, non. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de From Scratch. Après avoir sévi pendant plusieurs années en tant que product manager, il capitalise désormais sur son expérience en faisant de sa passion une véritable mission. Et une chose est sûre, c'est qu'il n'est pas prêt de manquer d'énergie pour porter sa pierre à l'édifice. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Rachad Karanou. Salut Rachad. Salut Thibaut. Merci beaucoup de prendre le temps de venir tourner cet épisode avec moi. On a déjà tourné un podcast ensemble pour ceux qui me suivent depuis quelques temps. C'est vrai. C'était il y a quelques mois maintenant et depuis il s'est passé beaucoup de choses, donc on va pouvoir revenir dessus et ça va être très intéressant. Puis on va balayer de façon un peu plus large tes aventures entrepreneuriales. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, je te propose de te présenter, de me dire un peu qui tu es et d'où tu viens. Bah c'est parti. Donc moi je m'appelle Rachad Karanou, je suis un des cofondateurs de Rhapsody. Voilà, avant ça j'ai fait quoi? J'ai un parcours ingénieur, donc j'ai fait une école d'ingé, j'ai pu voyager un petit peu aux US et revenir en France. J'ai bossé pendant 1 an et demi, 2 ans en tant que product manager chez Itch, donc le VTC à la française. Puis ensuite je suis parti en freelance pendant 2 ans et quelques, et ensuite je me suis lancé du coup à mon compte sur Rapso, du coup on va dire courant 2021, et depuis c'est ce qui m'occupe jour et nuit, dans mon sommeil, sous la douche, tout le temps quoi. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que c'est Rhapsody? Carrément. Rhapsody c'est quoi? Rhapsody c'est un jeu, ce qu'on appelle de fantasy label, donc faut imaginer football manager mais dans le rap. Voilà, c'est vraiment de gérer une équipe de foot, on gère une équipe de rap. L'idée elle est très simple, c'est un jeu mobile, donc tu démarres, tu lances une ligue, tu crées ton propre label, t'as un budget de départ que tu peux allouer à signer des rappeurs, donc des artistes installés, des artistes émergents, des artistes intermédiaires, voilà. Il y a un petit peu de tout. Aujourd'hui on a quoi, 4000 et quelques artistes sur la plateforme, et du coup ton but c'est de construire le meilleur roster, donc la meilleure équipe, avec celle du coup qui stream le plus, qui a le plus de fame, qui a le plus de trend, etc. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Ok. Alors avant d'aller sur ce projet, j'aimerais que tu nous racontes un peu comment t'es arrivé à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer à ton compte finalement, plutôt que de continuer à bosser? Alors effectivement, tu faisais du freelance, donc c'est à moitié de l'entrepreneuriat, on va dire. Mais voilà, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ton propre projet? Qu'est-ce qui m'a donné envie de créer mon propre projet? C'est une bonne question. Je pense que j'ai jamais eu la volonté vraiment de créer un projet. Genre, j'ai eu la volonté de faire ce que j'ai envie de faire. Ouais. Et c'était pas genre, je ne veux pas être en CDI. C'était plutôt, je kiffe le rap, c'est ma passion, j'ai une relation très profonde et quasi spirituelle avec cette musique pour bien des raisons, et en fait j'ai toujours eu envie de bosser dans cette industrie, de bosser dans le rap, et de, moi à mon sens, rendre au rap ce qu'il m'avait donné pendant mes études, parce que je me suis construit avec cette musique pendant mon lycée notamment, et en fait je savais pas trop comment, et en fait c'est pour ça que avant que Rhapsody devienne ce que c'est aujourd'hui, c'était un média, donc on publie des trucs sur Twitter et sur Insta vraiment un petit peu à l'arrache, et en fait on avait toujours cette volonté simplement de dire on veut pousser des nouveaux artistes, on veut pousser de la découverte, on veut permettre à ce genre d'occuper la place que nous on considère qu'il mérite dans le paysage musical, à l'époque où c'était pas forcément le cas, et voilà, donc je me suis un petit peu lancé là-dedans, et quand j'ai eu l'opportunité via ce média qu'on a lancé avec des potes, et ensuite de switcher vers un vrai produit, on s'est dit moi ça faisait 2 ans, 1 an et demi que j'étais en free, j'ai dit bon vas-y viens on y va pour de vrai, on se donne les moyens de nos ambitions, on voit ce que ça donne quoi. Ok. Et alors qu'est-ce qui a été un peu le facteur déclencheur? À quel moment tu t'es dit autour de ça peut y avoir un vrai business, on peut en faire un vrai produit? C'est une bonne question. En fait, pour être honnête avec toi, on faisait le média ça faisait 1 an et quelques qu'on faisait le média, et pendant le Covid, on s'est tous retrouvés au chômage littéralement technique, parce que moi j'avais plus de clients, ils étaient en mode non, on coupe les frais et tout machin. Ouais. Et donc moi j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais faire un peu de ma vie, de machin. Et j'ai réfléchi à Rapso, et j'étais en mode bon, les likes Insta, c'est marrant, mais en fait, ça remplit pas le frigo. Et c'est pas pérenne du tout. Donc,
qu'est-ce qu'on peut faire qui serait plus en mode produit, parce qu'on est des gars de la tech, tu vois, nous à la base. Donc j'ai pris vraiment la méthode 101 qui est quels sont les problèmes qui existent. On avait listé tout un tas de problèmes, on a pris le premier qui nous faisait triper, qui était vraiment genre faire découvrir des artistes. Et donc on est parti de ça et on a commencé un peu à switcher, à réfléchir à des moyens de le faire en fait de plein de façons différentes. Et on a fait 2-3 itérations. Donc on a d'abord essayé un SaaS B2B parce que évidemment c'est le Saint Graal et c'est pratique et ça va vite et tout le monde est content. Bref. Puis ça n'a pas marché parce qu'évidemment le marché de la musique est un peu spécial, c'est un oligopole. Donc dès que t'as une boîte qui est équipée, en général les autres le sont très rapidement ou alors ont développé leur solution en interne. Donc bon, marché saturé, ça sert à rien. Puis on s'est dit bah tant pis, on va le faire en mode B2C parce que c'est aussi les valeurs de cette musique. On a fait une première itération d'un truc qui a pas marché et un de mes associés du coup Paul est arrivé avec cette idée de fantasy game parce qu'en fait il jouait beaucoup il joue d'ailleurs toujours à Mon Petit Gazon qui est exactement la même chose et il dit mais c'est pour le foot. Exactement, voilà, Mon Petit Gazon c'est dans le foot où tu gères une équipe virtuelle de joueurs réels quoi, c'est un peu la tagline. Et du coup on s'est dit bah c'est rigolo parce que on pourrait l'adapter à la musique. Pourquoi? Parce qu'en fait dans le jeu, vu que tout le monde peut pas signer Neymar ou tout le monde peut pas signer Mbappé dans son club virtuel, bah t'es obligé d'aller chercher des petits attaquants d'équipes complètement perdues que personne ne soupçonne, justement dans l'idée de faire un coup. Et on s'est dit bah en fait c'est ce qu'on fait dans la musique, une espèce de moment de fou et on a démarré ça là-dessus et voilà comment on est un petit peu arrivé là-dessus. Ouais. Et comment vous avez fait pour tester un peu cette idée auprès de vos potentiels futurs utilisateurs? Ça c'est une histoire marrante. En fait, ce qu'on a fait, c'est que donc on a eu l'idée, ça devait être en février 2021. Et là, on s'est dit bah ok, faut démarrer. Sauf que ce qui est rigolo, c'est que c'est Paul qui avait l'idée. Et moi, j'avais les skills pour transformer l'idée en un produit. Sauf que l'idée était pas dans ma tête. Donc, c'était hyper compliqué, tu vois. Donc, on a commencé une espèce de phase où j'étais en mode, mais gros, explique-moi, nanana, et c'était très compliqué. Fais des dessins, et vas-y, j'essaie de les traduire. Donc, on a passé, en vrai, même pas un mois et demi, on a plié le truc. Parce qu'on avait déjà une partie de la codebase qui existait. On a sorti l'appli en un mois et demi. En fait, on a mis un peu de temps à se décider sur les règles, le concept, etc. D'ailleurs, on continue à faire évoluer, mais pour une première base, on s'est dit vas-y, on implème. Et donc, on s'est mis un mois et demi pour la sortir. Et là, on a commencé à en parler à nos potes. On avait une espèce de première appli un peu à l'arrache. On en a parlé à nos potes. On a fait des groupes WhatsApp. On a dit chacun pense à tous les potes qu'il peut inviter. On fait un groupe WhatsApp par ligue. Donc on a commencé à dire bah ok, le groupe WhatsApp il sert à ce que vous nous envoyez, vos feedbacks, etc. Et il se passait 2-3 trucs marrants. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir des potes un peu plus impliqués. Enfin, tu vois, ça dépend parce que c'était un peu à l'été, donc les gens étaient occupés, machin. Et moi j'ai eu une super bonne surprise, c'est que j'ai 2 potes à qui en fait moi je pensais faire une ligue à 3 à la base. Et ils m'ont dit attends Rachad, avant de démarrer la ligue, viens on invite des potes et tout. Ok. Et on avait mis une limite à 8. Random, tu vois. Ils invitent 6 potes ou 5 potes à eux. On se retrouve dans une ligue à 8 où c'est le bordel. Mais quand je te dis le bordel, c'est les mecs se levaient parce qu'à l'époque, on n'avait pas mis de limite et tout. Donc, les mecs se levaient à 5h du mat et ils mettaient sur WhatsApp, genre, je vous ai chopé un tel, nanana, je vais vous fumer. Et t'es en mode, quoi? Attends, mais c'est mes potes. Genre, le truc qui est fou, c'est que c'est pas tes potes qui sont juste sympas, tu vois. Il y avait un petit quelque chose. Ils sont pris au jeu. T'es en mode, attends, j'ai peut-être un truc là. Et donc, on fait ce test-là, on se dit, ok, c'est cool. Ça a duré quelques mois, tu vois, enfin, jusqu'à octobre à peu près. Ensuite, donc, il y a tout le passage, ok, est-ce qu'on y va pour de vrai? On lâche nos tafs, on construit la boîte, un truc à la con. Puis, on se dit, vas-y, faut qu'on en lance un moment en public, tu vois. On améliore un petit peu, on change de 3 bails. Et là, il y a cette histoire que moi j'adore raconter, qui est géniale, c'est qu'en fait, on est au mois de décembre 2021 du coup, et on se dit vas-y les gars, faut qu'on en parle et tout machin. On avait une petite communauté Twitter, mais ridicule, tu vois, 1500 personnes, il y a que dalle quoi. Et on sort le jeu et on dit bah vas-y, un mardi soir, je me rappelle, c'était le 7 décembre. Je devais aller boire un verre pour l'anniv d'un pote. Moi, le week-end, j'avais juste mis un lien, tu vois, les trucs Zapier à la con, de si tu cliques là-dessus, je t'envoie le lien de la bêta parce que c'était un truc privé, donc il fallait forcément un lien pour y accéder, c'était pas disponible sur les stores. Et je fais un tweet. sur Twitter en mode, les gars, t'es en mode, ouais, faut pas le sortir. Non, moi, j'ai dit, j'en fais qu'à ma tête. Et c'est moi qui fais le produit. Même pas, juste, vas-y, les gars, arrêtez d'avoir peur, tu vois. C'était un peu ce truc-là de mindset produit, de vas-y, viens, on lance, on s'en fout, de toute façon, on est personne. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Oui. So much. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Je pose le truc. Et là, il se passe un truc, il se passe la magie Twitter. Mais pas à échelle mondiale, échelle microcosme rapologique français, tu vois, c'est tout petit. Je pose le tweet, je ferme mon ordi et je vais pour sortir. Et là, je reçois un message d'un de mes potes qui me dit Rachad, laisse-moi entrer sur la bêta. Je suis en mode frérot, enfin, clique sur le lien, tu reçois un mail, me casse pas la tête, tu vois, genre tu vas sur le site, tu mets ton mail et tout. Il me dit non, je l'ai fait, j'ai rien reçu. Je suis en panique, je dis fais chier, il y a personne, tu vois. J'ouvre, je vois quota exploser. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et je regarde, je vois quota Zapier éclaté, quota Mailchimp éclaté, je vois le tweet, il est en train de percer.
Et en fait, j'avais une alerte sur Slack à chaque fois que j'avais un nouvel inscrit. Et mon tel pendant 24 heures, bzz, 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 bzz. Génial. Ça n'arrête pas. Mais vraiment, ça n'arrête pas. Un truc de fou malade, tu vois. Et donc vraiment, c'était extraordinaire. Genre, l'objectif, c'était d'aller chercher 100 personnes en 3 semaines. On en a eu 3000 en 48 heures. Et qu'est-ce qui a fait ça, tu penses? Avec le recul, je pense qu'il y a eu le fait qu'on a eu la chance. En fait, on a la chance d'être follow par, enfin à l'époque déjà, mais d'être follow par quelques comptes un peu influents, tu vois, quelques médias, quelques business à faire, etc., un peu influents, qui ont été toujours hyper bienveillants avec nous, et ça, c'est un bonheur. Et je pense que c'est eux qui ont liké ou retweeté ou commenté à l'époque, et ce qui fait que ça a amplifié parce qu'on a été entre guillemets validé, tu vois. Et ça a fait que le truc, à un moment, on a juste dû dire, bah en fait, les gars, faut qu'on coupe. Enfin, désolé. Et donc, on a laissé passer 1500 personnes, on a mis 1500 en liste d'attente, on a fait grandir la liste d'attente, et en fait voilà, c'est comme ça qu'on a testé, juste en mode un peu teubé, on va sur Twitter, mais je pense qu'il y a eu aussi une grosse part de chance. Vraiment, je peux pas dire c'était prévu, parce que d'ailleurs c'est marrant, j'en parlais tout à l'heure avec Paul. En fait, un truc qu'on a hyper mal fait, c'est qu'on a mal géré notre buzz. On a vraiment hyper mal géré notre buzz. Donc, et 2 fois, et pour la release de la bêta publique et pour la release de la bêta privée, quoi. Ok. Bon, ça, on pourra en parler. Ok. Et donc, suite à ça, quelles sont un peu les difficultés que vous avez pu connaître une fois que vous aviez vos utilisateurs? J'imagine que, bah, surtout quand t'as beaucoup d'utilisateurs d'un coup, souvent, les problèmes sont proportionnels. C'était un bordel. Donc, quels ont été un peu vos enjeux au début, finalement, de Rhapsody? Alors, vraiment, au tout début, on a eu un truc assez rigolo, c'est que, en fait, moi, j'ai toujours dit, enfin, tu sais, c'est le truc YC classique, là, do things that don't scale. Ouais. En fait, on avait codé ça à l'arrache. Mais quand je te dis à l'arrache, c'est à l'arrache. C'est-à-dire que on avait, du coup, les gens voulaient parler avec nous, on savait pas trop comment parler. On a monté un Discord dans la soirée à l'arrache. On a chopé un artiste qui dit, ah, les gars, moi, je suis chaud sur Discord, je peux vous l'organiser. Il l'a organisé, on sait pas trop comment, juste le truc, il tournait. Les gens rentraient dedans et c'était grave en mode, ok, on fait comment? Et parmi les problèmes, c'est que on a un petit morceau de code qui nous fait passer d'un jour N à un jour N plus 1. C'est-à-dire qu'il va récupérer toute la data de tous les artistes qu'on monitor, va dire, ok, tel mec, il a fait plus tant de streams, lui, moins tant de followers, je sais pas quoi. Il va dire, bah ça, du coup, ça veut dire que tes revenus, ils passaient 200 à 110 ou 200 à 80. Ensuite, il faut aller voir tous les gars qui ont signé cet artiste dans leur label et les créditer pas les créditer, enfin les créditer plus ou moins, quoi. Et ce truc-là, il plantait un jour sur 2. Ah ouais. Et donc, on se réveillait le matin. Coucou les gars, c'est sur le Discord. Coucou les gars, le truc a pas tourné. T'es en mode, merde, comment on va faire? Quel enfer! Et donc, ça, c'était vraiment une galère. On a eu aussi les problèmes que les gens comprenaient pas ce qui se passait. C'est-à-dire que, on a la chance d'avoir un produit B2C dont la proposition de valeur fait kiffer les gens, mais la façon dont on le délivre est pas encore optimale. Même encore aujourd'hui, d'ailleurs. Loin d'être optimal, d'ailleurs. Et du coup, les gens sont, genre, ils kiffent, mais ils comprennent pas. Et donc, les gars, pourquoi il se passe ça? Pourquoi j'ai perdu des artistes? Pourquoi? Et moi, pendant genre 2 semaines, j'ai fait le support, mais sur les réseaux, sur Twitter, sur Insta, par mail, sur Discord, j'en pouvais plus. Ça prend un temps. C'est n'importe quoi. Et ouais, c'est passé ça. C'est passé ça. Et là, c'est parce que t'as perdu un artiste. Et là, t'avais pas assez d'argent pour les payer. Ah, bah ça. Ah, mais les gars, je comprends pas. Parce qu'à l'époque, tu vois, il y a des détails à la con, mais bon, je digresse, je pourrais couper ça, mais un des détails rigolos, c'est que le classement était calculé sur l'oseille que t'avais dans ton label. Parce que dès que t'achètes un artiste, ton oseille, il descend. Donc ton classement, il descend. Ce qui est con. Mais vraiment, faut pas avoir fait Saint-Cyr. Enfin, c'est débile, tu vois. Bah non. Et donc, du coup, les mecs sont en mode, je comprends pas, j'ai acheté un artiste, j'ai baissé le classement. Oui, bah en fait, c'est parce qu'on est pas très malin en game design. C'est un peu ça le problème. Bref, c'était vraiment hyper rigolo. On a eu vraiment toutes les galères du monde. Ah oui, faut que je te raconte ça. En galère qu'on a eu, les droits. Ah ouais. On a eu ça. C'était un enfer. En fait, non, ça va. En vrai, les gens étaient plutôt cool. C'était quoi? C'était le droit d'image ou l'utilisation du nom? Ouais, c'est ça. Image au sens large, donc photo, nom, etc. Et on a eu, franchement, globalement, les gens étaient plutôt cool. Mais ce qui est rigolo, c'est que tout le monde disait, ouais, les droits. Je suis en mode, c'est simple. Si les mecs viennent te chercher pour les droits, c'est que tu fais un truc intéressant dont ils ont peur. Donc, t'as un levier pour leur dire, venez, on s'assoit. Alors que si tu leur envoies un mail, en l'occurrence, c'est Warner, qu'on salue très très fort. Salut les gars. Salut Warner, comment ça va? Tu vois, en fait, si tu leur envoies un mail, sorti de nulle part, les mecs, ils vont jamais te caler. Donc, moi, j'oublierai jamais. Je me réveille un matin, j'ouvre mon mail, et là, j'ai une lettre de Madame Intel, mise en demeure Rhapsody, je suis en mode, bonjour monsieur, veuillez trouver ci-joint, non, on vous prie de retirer vos artistes, blablabla. T'es en mode, Warner me calcule moi, mais c'est génial. Et moi j'étais heureux, tu vois, bonne nouvelle. de fou. Et les parents ils sont non mais rachat et tout, les gars, pas de panique, je gère.
trop facile. Et donc du coup après ils ont été de bonne foi, ils auraient pu nous casser la tête et tout, mais en fait une fois que t'as compris comment ça fonctionne, ils ont aucun intérêt à partir en justice. Sur une boîte où on est 4 pélos, on a... oui, c'est pas comme si tu faisais du streaming illégal à la Spotify. Vraiment personne, on fait que cramer de l'oseille et tout, tu vois. Et voilà, donc ça en a eu ça, ça en a eu d'autres comme galère. Ouais, non, c'est déjà pas mal en vrai. Ouais. Hein. Ceci dit, tu vois, quand il y a des gens qui te remontent des problèmes, etc., et qui s'en plaignent, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a une vraie attente autour du produit. Oui. Alors que s'ils s'en moquaient, c'est juste ils partent. En fait, ça c'est le truc de fou avec. En fait, tu vois, genre ça faisait un moment que je faisais du B2C, mais là c'est un autre truc de B2C, c'est que tu touches des problématiques qui sont des problématiques de riches. Les gens qui viennent se plaindre de ton produit à toi. Ouais. C'est magnifique, mais c'est trop bien. Tu vois, genre là encore, un des problèmes qu'on a dans le jeu aujourd'hui, c'est que le jeu devient vite chiant. Bon, faut le dire, voilà, c'est comme ça. Tu vois, genre typiquement, comme t'as une équipe de 6 à remplir et que tu les remplis les 6 d'un coup, au bout de la deuxième semaine, tu fais que des changements qui sont marginaux et du coup les gens s'ennuient. C'est normal. Donc on a le retour, on est en train de travailler dessus. C'est ok. Que les gens viennent sur les vidéos TikTok qu'on fait pour dire non les gars, n'installez pas, vous allez vous ennuyer, t'es en mode mais c'est génial, mais continuez, tu vois, c'est trop bien. Donc ouais, non en vrai ça c'est des problématiques B2C extraordinaires où tu te dis les gens en ont quelque chose à faire de mon produit quoi. Les gens me donnent leur. J'aurais jamais cru que ça m'arriverait dans ma vie. Hein. Ouais. Après parfois ça peut être un peu dur à encaisser, forcément c'est ton bébé, c'est fait plus ou moins de manière fine et ouais, je sais pas. Donc... Franchement, ouais, il y a des moments où t'es en mode ah non, c'est pas cool. Ou alors, tu comprends pas, on est une petite boîte et tout, mais ça fait partie du jeu. Mais on a eu tellement de retours, mais extraordinaires. Mais encore cette semaine. Moi, c'est des trucs que je mets dans mes decks invest. Mais vraiment, j'aime trop, tu vois. Moi, je vais pas le dire parce que c'est des gros mots, donc je vais les couper. Ça, je te raconte juste pour le fun. C'est marrant, c'est très culture Twitter, je trouve, quand même. Exactement, ouais. Clairement. Mais nous, on est pile là-dedans. Nous, ce que je dis toujours, c'est que nos premiers users, qui sont des gens auxquels nous, on s'identifie, dont on fait partie, c'est les gars qui sont dans les commentaires Twitter avec le mème du drapeau, là, tu sais, 667 à dire il faut qu'un tel perce, tu vois. Ouais. Parce qu'on est pareil. Enfin, juste, on le fait en off, quoi, pas sur Twitter. Ouais, c'est sûr. Mais c'est marrant. Mais alors pour le coup, Twitter, ça peut être très très toxique. Tu vois, je pense que les communautés les plus toxiques sont sur Twitter, clairement. Donc c'est un peu à double tranchant. On a eu notre sauce au lancement. On a eu une ou deux sauces comme ça, assez rigolotes. Ça c'était dur à encaisser. Oh, j'avoue, j'ai câblé. En vrai, j'ai pété un câble. Donc on lance le truc. C'était début décembre du coup 2022. Donc là, on est fast forward. Enfin, je te laisserai faire le montage. Et donc on lance le truc sur Twitter. Et là, en fait, les gens parlent de nous. Donc c'est trop bien. Tu vois, les gens ont quelque chose à faire et tout. Et là, il se passe des trucs où les gens commencent à râler. En mode, non, mais les gars, vous faites de l'oseille sur le dos des artistes, c'est vraiment naze et tout, machin. Et donc, toi, t'arrives en mode, il y a le compte Rapso, il y a le compte Rachad. Tu vois, moi, je dis, salut, je suis un des fondateurs de Rapso, je viens vous raconter le truc et tout, tu vois. Et il s'est passé un truc de fou. Je pense que c'était une gamine, je sais pas, 15 ans ou 14 ans. Voilà. Enfin, vu sa réaction, c'est des gens qui sont jeunes, mais c'est normal, c'est notre cible, donc c'est à nous de nous adapter, tu vois. Qui fait en mode, ouais, mais du coup, vous allez faire de l'argent et tout. Tu dis, aujourd'hui, on fait pas d'argent, on est une petite boîte, mais effectivement, un jour, on voudra monétiser. Enfin, it's okay, tu vois. Enfin, c'est pas un tabou, l'oseille. Ton daron, il est employé chez quelqu'un. C'est quelqu'un fait de l'oseille pour le payer, ton daron. Donc, à un moment, faut dire les choses. Manger. Mais c'est ça, tu vois, genre. Mais c'est pour ça que je te dis, genre, ces gens qui ont pas réfléchi, qui ont jamais, je pense que si cette personne, tu l'as en face, tu lui dis, elle fait, ah ouais, jusqu'à jamais tiqué, tu vois. Et donc, tu vois le truc, tu dis, bah non, en fait, voilà, on va soutenir les artistes. Ouais, non, on fait de l'argent sur le dos des artistes et tout. Donc, ça, t'as un peu le seum. Et du coup, donc tu continues à scroller les trucs et donc tu vois qu'elle a pris le tweet, elle le démarre dans une autre conve, enfin le site ou je sais pas quoi avec un autre gars et un autre gars qui dit ah ouais trop bien Rapso, la meuf vient, elle dit non mais les mecs ont dit qu'ils allaient faire de l'oseille, vas-y c'est nul, et l'autre il fait ah ouais j'avoue je désinstalle. T'es en mode quoi? Et genre j'avoue ce jour-là j'ai pris le seum de fou, putain. Non les gars, genre vous avez loupé le truc, mais it's okay, tu vois, ça veut dire que c'est de la communication. Je pense que si demain leur pote leur en parle et que c'est clair, tout va bien, mais voilà. Donc Mais c'était basé sur quoi? C'est parce que elle avait entendu dire que derrière ce techno c'était basé sur des NFT ou? Alors c'est un peu la sauce dans laquelle on était, c'est que au départ on le brandait full NFT parce que c'était 2021, c'était le truc un peu trendy. C'est une techno qui fit hyper bien notre use case, mais vraiment genre c'est simple. Comment tu fais du payout à des users sur du mobile. Soit c'est Stripe Connect et il faut faire du KYC, c'est une galère. Soit t'es avec un wallet et no brainer, tu vois. Et donc Web3 c'est pratique pour ça. Si tu peux expliquer un peu. Oui, pardon. En fait, les systèmes aujourd'hui sur mobile, etc. sont très forts pour faire rentrer de l'argent. Donc Apple Pay, machin, genre tu double-cliques, tu mets ta tête, c'est fini. Mais pour en sortir, c'est plus compliqué. Et donc il y a des boîtes, genre tu vois, par exemple Stripe, fait Stripe Connect, qui est utilisé par Deliveroo, par Uber et compagnie, pour payer, du coup,
ce qu'on appelle ta demande, tu vois, dans la marketplace, donc ton chauffeur. Et donc du coup, pour recevoir de l'argent, cette personne-là doit vérifier un certain nombre de documents d'identité qu'on appelle les KYC, Know Your Customer, genre une carte d'identité, être sûr que c'est pas n'importe qui blanchit de l'argent, quoi. It's okay. Nous, vu qu'a priori on voulait faire des trucs un peu à la cool, machin, si demain on devait rentrer là-dedans et demander à tous les artistes et ou à tous les joueurs si on voulait mettre un marché secondaire, machin, d'assets in-game et tout, bah en fait il aurait fallu faire du KYC et c'est une galère, et quand c'est des mineurs, je sais pas quoi. Oui. Et Apple est pas forcément encourage pas forcément ça. Du coup, bah en fait le use case Web3 il est génial parce que n'importe qui a un wallet et tu peux envoyer de l'argent comme tu veux, personne te casse la tête, c'est tes sous, tu gères ton truc. Sauf que c'était au moment où la Web3 était en train de, enfin tout le marché était en train de se péter la gueule, et de surcroît dans la musique particulièrement, c'est vrai dans d'autres secteurs mais particulièrement dans la musique, le Web3 a une très mauvaise image. C'est une image d'arnaque, on a l'impression que c'est une escroquerie, nanana. C'est vrai que, mais comme partout il y a eu des mauvais projets, sauf que eux ils se disent c'est des images, en fait t'achètes une image de singe à 400 000 €. Eux dans leur tête c'est ça. Et t'es en mode non les gars, c'est pas exactement ça. Mais il faut être un peu technophile, il faut être un peu dedans et tout. Et du coup, bah en fait, les mecs comprennent pas. Et ils sont un peu perdus, tu vois. Donc, nous, à la base, on l'avait brandé comme ça. Quand on a fait notre lancement, on a tout enlevé. C'est surtout qu'on monétise même pas encore, tu vois. Donc, il y a 0. C'est juste que on avait une espèce de white paper. Enfin, white paper, c'est un grand mot, mais on avait une doc où on expliquait les règles du jeu. On avait laissé traîner ce mot-là. Et c'est Twitter! Donc, ils sont allés chercher, ils l'ont trop, ils se disent, regarde, nana, ah ouais, maintenant vous l'avez enlevé et tout, t'es en mode, comment t'expliquer qu'en fait on est juste une petite boîte et tout, et voilà. Et du coup, mais tu vois, j'ai eu le même problème quand on avait fait une conférence au Mama Festival, là, je sais plus quand, 2022. Et, donc moi, je présente le truc, et en fait, j'utilise jamais ce mot-là. Parce que c'est une techno. Je te dis pas, coucou, regarde, viens sur Netflix parce qu'on fait du cloud. S'en fout. Oui. C'est pas le but, tu vois. Juste, je te dis, viens, le cloud c'est cool parce que ce que tu regardes sur ton téléphone, tu peux le finir sur ta tablette et tu sais sur ta télé. Mais personne dit ça. Et en fait, Web3 ils sont bloqués. Donc nous, moi je raconte le narratif et tout, et en fait les gens ils entendent marché secondaire, ils entendent revente, ils disent NFT. Et du coup t'es en mode, bah moi j'en ai pas parlé. Donc je fais la conf. Fin de la conf, question pour Rajan, hein, vous allez faire du Web3? Je suis en mode, bah, c'est une techno qui est intéressante, on regarde ça, on n'est pas forcément sûr, mais de toute façon, si on en faisait, tu le verrais pas. Oui, mais du coup, vous faites du Web3? T'es en mode, mais tu veux pas comprendre le français, cousine? Et en fait, c'était rigolo parce que la meuf, je réponds un peu avec entrain, avec énergie, on va dire, et je me fais remarquer par des patrons de maison 10 dans la salle, et je savais pas qu'ils étaient là. Et donc, vraiment, en mode, on est venu me voir après, Rachad, tu sais que tu t'es fait remarquer et tout. Je t'en dis, oui, mais en fait, elle m'a cassé la tête, donc c'est bon, j'ai le droit, laissez-moi tranquille. Ouais. C'est un bazar. Ouais, je me doute. La communauté Twitter, là, comme ça, c'est des zinzins. Mais bon, c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a de l'engouement et que il y a des choses à faire par la suite. Très vrai. Et justement, on va y venir. Maintenant que ça, c'est installé et implanté, comment on fait pour faire croître finalement cette base utilisateur et justement, après, implanter un vrai business plan, finalement, et puis en sortir des revenus? Bah, honnêtement, j'ai pas la réponse, parce que si je l'avais, je l'aurais fait. Je suis en train de le faire, donc ce que je te dis, c'est ce que je crois être vrai à l'instant T. Enfin voilà, déjà disclaimer. Pour autant, en fait, quand tu fais du B2C, t'entends tout et son contraire. Nous, on a eu la chance d'avoir une petite communauté qu'on a pu mobiliser au démarrage. Tu vois, au moment où on a lancé la version publique, on avait une mailing list de 12 ou 15 000 personnes. Tu vois, donc on a pu les mailer. Alors, on a été très cons parce qu'on a fait 0 nurturing. Donc ça veut dire il y a des gars, ils se sont inscrits en décembre 2021. Ils ont rien entendu de notre part jusqu'à décembre 2022. Coucou, c'est nous. Pas mal. Niveau de marketing, -4. Mais bon, donc c'est des erreurs qu'on a fait. Et voilà. Quand je te dis, on a mal géré notre buzz, typiquement, tu vois. Donc il y a eu ça. Déjà, vous aviez une mailing list. ouais, mais qui était plus une conséquence de il y a trop de monde, tu vois, genre c'était pas vraiment une stratégie. C'était même pas stratégie. C'était même pas, on n'était pas assez malin pour faire une stratégie, on était en train de mourir sur notre produit. Et du coup le truc rigolo c'est que donc on a lancé le truc, on a eu donc ces gens-là qui en ont parlé à leurs potes. On a la chance d'avoir un jeu qui est fondamentalement social, parce qu'en plus pendant un moment, au moment du lancement, tu pouvais pas rejoindre des ligues avec des inconnus, tu étais obligé toi de solliciter des gens. Donc on avait le Discord sur lesquels les gens pouvaient le faire. Donc en fait vraiment bouche à oreille. Donc de dire ah tiens, je t'ai chargé ce truc là, il faut des potes, est-ce que t'es chaud? Donc ça nous a permis d'avoir un très beau lancement, tu vois, on a fait un peu plus de 30 000 téléchargements en quelques semaines, donc ça c'est vraiment trop cool. Et ensuite après t'as comme tout, absolument tout sur Terre, vu qu'on est dans une époque où les gens ont un attention span d'à peu près 8 secondes, attention, ça retombe. Oui, pardon, on a les gens, t'appelles ça comment?
Taux d'attention. Temps d'attention. Temps d'attention. Voilà. Taux d'attention de vision. Désolé pour les anglicismes, c'est horrible. Tu fais bien de me reprendre. Et ben, en fait, le truc, il redescend. Tu vois, genre, hop, ça monte, et puis après, ça redescend. Tu veux juste espérer que ça redescend pas vraiment trop bas, quoi. Et donc là, démarre, c'est un peu la phase dans laquelle on est. Tu vois, nous, actuellement, c'est comment on fait pour que ça redescende pas trop. Donc, il y a plein de stratégies. Donc, la stratégie de contenu qui est la plus poussée. Il faut que ton produit, évidemment, il soit bon. Et donc, c'est là, en fait, tout entend tout et son contraire, tu vois. J'ai discuté avec 2 founders je vais pas donner les noms, mais de très belles boîtes B2C actuellement. Il y en a un qui te dit, t'as pas besoin de faire de growth, c'est juste du produit. Si ton produit il est bon, les gens en parlent. Et j'ai un autre gars tout aussi successful qui te dit, c'est faux. Tout le monde a fait de la growth, même ce gars-là. C'est juste que c'est fait un peu différemment. Et tu vois, et donc il y a des trucs un peu payants, pas payants, un peu pirates, un peu pas pirates. Nous, un des trucs sur lesquels on travaille pas mal, c'est l'influence. Donc faire des partenariats d'influence avec des acteurs du milieu, que ce soit des médias divers et variés, des artistes, des machins, qui du coup bah en fait devraient te rapporter un peu d'audience. On est en train de faire, tu vois, sur TikTok. Nous, les réseaux sociaux, c'est clairement notre porte d'entrée numéro 1. On met toute notre énergie là-dessus, côté contenu. Et puis après, bah voilà, l'idée, c'est que tu vas chercher une croissance un peu linéaire. Et bah, tous les trucs de growth, alors ça encore, c'est de la théorie, tu vois, c'est d'aller chercher ce moteur qui se nourrit de lui-même. Donc, si demain, tu vois, je dis n'importe quoi, en fait, t'as ce qu'ils appellent les kickstart, et après t'as le growth engine, tu vois. Franchement, je t'enverrai la ref si tu veux. Après, c'est hyper intéressant. T'as genre un truc de kickstart où tu peux faire, tu vois, du PR, de l'influenceur, du je sais pas quoi. Enfin, pardon, des relations presse, de l'influenceur, du je sais pas quoi, même du payant, tu vois, de la publicité payante, pour en fait enclencher la machine. Et si ensuite ton moteur il démarre bien, c'est comme les starters, tu te rappelles à l'époque sur les voitures, bah c'est ça. Et ensuite ton moteur il tourne. Et donc si tu payes, je sais pas, 1000 balles pour avoir 1000 users, et que chacun de ces users te rapporte un user, et que chacun t'apporte t'as ton exponentiel, c'est parti. Et c'est ça, en fait, que tout le monde essaie d'aller chercher. C'est ce qu'ont eu de très belles boîtes B2C, tu vois, dernièrement. Je sais pas, Biril l'a fait récemment, Clubhouse l'avait fait il y a quelques temps. Enfin, voilà, ça marche plus ou moins bien. Et voilà. Donc, après, ils s'attaquent à des cibles qui sont quand même beaucoup plus larges et qui ont un public beaucoup plus étendu. Vous êtes vraiment niché, même s'il y a beaucoup de gens qui écoutent le rap, c'est devenu la pop culture. Mais on va dire que voilà, en plus, c'est un jeu, tout le monde ne joue pas à des jeux. Voilà, ça reste quand même très niché. Et en fait, les deux approches dont tu parlais, finalement, elles se tiennent bien. C'est juste que s'il y en a une des deux où vraiment t'es porté par ton marché, c'est le marché qui va faire l'attraction. Exactement. Et l'autre, c'est tu dois susciter l'intérêt et puis voilà. C'est ça. Mais de toute façon, ce que les gars vont venir chercher, tu vois, si tu réfléchis en termes d'invest et même de rachat de boîtes, etc., le seul mot qu'ils ont tous à la bouche en B2C, tu l'as dit, traction. Ouais, bien sûr. Et ils veulent pas un truc qui est flat, ils veulent un truc qui soit au pire linéaire. Ouais. Ouais, bah, ça peut se comprendre, hein. C'est normal, tu veux un truc qui croit, c'est flat, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre. Oui. Puis maintenant, l'argent coûte tellement cher, entre guillemets. C'est compliqué de dire ça, mais. Et sur la BCE, c'est coucou, vrai. on vous remercie. C'est nous. Ouais, carrément. Bah, écoute, c'est cool. Et quelles sont un peu, les perspectives futures de ça, vos objectifs et un peu, finalement, ce que vous allez mettre en place et comment vous comptez vous y prendre? Bah, nous, les perspectives, c'est de faire grandir la commu, améliorer, tu vois, les métriques classiques d'acquisition, de rétention. Enfin, ça, c'est les trucs un peu basiques de tous les produits B2C très early stage. Maintenant, nous, nos perspectives, c'est de continuer à améliorer le jeu. Donc là, on a un vrai challenge un peu gameplay sur lequel on est en train de travailler d'arrache-pied. On a tout arrêté, on fait que ça, rendre le jeu vraiment excitant et un peu genre chaotique, parce que pour l'instant, il est pas assez chaotique, tu vois. Et après, il y a évidemment des volontés un peu classiques d'internationalisation, de faire grandir un peu le truc. Parce qu'on n'a pas trop parlé, mais effectivement, c'est exclusivement le rap français pour l'instant. Francophone, pardon. Ouais, complètement. Aujourd'hui, c'est full francophone. On l'a fait vraiment trop sans trop réfléchir. Évidemment, l'idée, c'est à terme de le faire en full international, faire grandir ce truc-là. Et après, évidemment, il y a des logiques un peu plus business, tu vois, où en fait, il faut vivre à un moment, donc de monétisation et de soutien aux artistes. En fait, les deux vont de pair. Donc ça, c'est cool. C'est un peu dans notre ADN qui est de dire le jour où le premier euro qu'on fait, on sait qu'il y a une partie qui va direct aux artistes. Et ça, c'est trop cool. Ouais, bien sûr. Alors, tu parlais effectivement d'améliorer le jeu et puis surtout de proposer de nouvelles choses pour pas que ça soit trop rébarbatif et qu'on s'ennuie dans le temps. Est-ce que dans vos projets, il y a aussi à aller voir des game designers sur des jeux un peu plus établis pour voir un peu ce qu'ils auraient en tête, faire un peu des ateliers avec eux? Ouais, c'est une vraie question. Pour l'instant, non. Okay. Parce qu'en fait, on a déjà bossé avec un game designer. Alors peut-être que le fit était pas bon. C'est un mec génial. Pour autant, je pense que il aurait fallu qu'on focus sur des jeux hyper casu, très mobiles, très. Je sais pas. Tu vois, en fait, comme on est vraiment à la croisée d'un domaine très précis qui est le rap et du jeu vidéo, en fait, nous dans cette intersection, j'ai toujours dit qu'on était plus côté musique que côté jeu. Ça a été un peu mon pari, qui en fait, parce que moi, mes fans premiers, enfin mes fans.
non, c'est pas vrai. Mes premiers joueurs, c'est des fans de musique. Et pas des gamers. Les gamers viendront après si le jeu est bon. Mais les gamers, que ce soit un jeu de rap, un jeu de voiture, un jeu d'ours polaire, ils s'en foutent, tu vois, ils sont là pour jouer. Les fans de musique, si c'est pas du rap, ça les intéresse pas. Ouais, bien sûr. Donc en fait, c'est là-dessus que nous on a commencé à aller, et donc peut-être qu'à terme on aura ça. Pour l'instant, on a fait le pari de dire on prend pas de game designer, on design le jeu de telle sorte à ce que nous on ait envie d'y jouer. Et d'ailleurs, c'était un des gros critères dans le recrutement, dans les recrutements qu'on a fait récemment, notamment product design. On a dit, en fait, on veut quelqu'un qui comprenne les logiques de game design. C'est-à-dire que tu peux pas tout faire comme un produit parce que sinon, en fait, le jeu, il est chiant. Bon, ça, c'est parce que c'est moi qui ai fait le produit au démarrage, mais tu vois, il y a des trucs, il y a des exemples tout bêtes. L'exemple que je donne toujours, c'est dans la recherche, par exemple. Quand tu fais ta recherche d'artiste, je te permets de faire les filtres. Genre, l'idée, c'est quand tu cherches, c'est de te faciliter la tâche. Quand tu vas sur Netflix, il faut que la recherche soit le plus smooth possible. Tout à fait. Là, si je te donne, trouve-moi le mec le plus rentable, c'est quand même pas très fut-fut. Bon, voilà, c'est ce genre de conneries, tu vois, où il y a un peu partout, même dans des logiques où t'as besoin un peu de grinder, où t'as besoin de créer de la friction artificiellement. Donc pour l'instant, non. On l'a dit, on fait tout nous-mêmes. On verra si un jour on sent qu'on touche un plafond. C'est un de mes associés, Paul, qui passe un temps de fou. Tu vois, on fait des simus, on se documente et tout. En vrai, c'est des logiques qui sont très documentées. Pour autant, c'est un métier. Mais si on sent un jour qu'on est bloqué, ouais, on ira aller voir. Pour l'instant, on fait notre truc dans notre coin. Tranquille. Ouais, bien sûr. La difficulté finalement, c'est qu'en fait, il y a une certaine inertie dans le renouvellement de ce qui peut se passer. À contrario d'un Mon Petit Gazon, en fait, il y a des matchs quasiment tous les jours. Ouais. Donc en fait, ça va évoluer tous les jours en fonction de la composition de ton équipe. Il y a forcément un de tes joueurs qui a joué, donc ça va faire bouger les classements. C'est ça. Alors que, effectivement, tous les rappeurs ne sortent pas un album toutes les semaines ou faire des concerts toutes les semaines. Il y a que les streams qui changent, effectivement. Et encore, c'est hyper linéaire. C'est linéaire, ouais. C'est hyper linéaire. Et en fait, là où c'est hyper paradoxal, c'est que dans le foot, t'as 20 équipes de, on va dire, 11 joueurs qui jouent toutes les semaines pendant un an. Dans le rap, toutes les semaines, t'as 100 artistes différents, en moyenne, qui sortent un truc. Ouais. Donc en fait, la dynamique, elle est un peu inversée. Et donc, un des gros trucs qu'on doit craquer, tu vois, c'est de comprendre comment tu focalises chaque semaine sur un nouveau roster de nouveaux gens, qui est un peu ce truc qui brasse, tu vois, versus focaliser toutes les semaines sur le même genre, mais très, très serré, tu vois, très, très cloisonné. Ça fait partie des expériences qu'on essaie de designer. Et enfin voilà, faut qu'on taffe mieux. Ouais. Non mais c'est ce qui est intéressant aussi. Hein, ouais, donc c'est de se craquer. Il y a quelque chose à faire. Il y a une vraie traction. Donc maintenant, faut trouver. Voilà, c'est ça. Le fameux product market fit. Exactement. Le saint graal. Dont on entend tant parler. Quelle angoisse. Écoute, génial. Maintenant qu'on s'est dit tout ça. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais recommencer from scratch? Oh la D. Qu'est-ce que je ferais si je pouvais recommencer? Donc Rapso. Si je vais recommencer Rapso from scratch, qu'est-ce que je ferais? Ah ouais, mais c'est du détail en vrai. Je pense que je garderais déjà la logique très quick and dirty, mais je pense que je changerais de techno. Parce que ça nous a quand même pas mal pris la tête et ça nous a parfois un peu freiné. Je pense que si je devais refaire, j'aurais été plus tranchant sur mes recrutements et notamment les recrutements de quelques freelances. Okay. Ça, c'était un peu pénible. On a un peu sué, pour être honnête avec toi. Où en fait, tu cherches de l'implication et voilà, c'est pas forcément... Puis ça coûte très cher. Très très cher, les freelances, surtout en dev. Et from scratch... Ouais, si, ok, je sais. Je pense que je rajouterais une part d'international dès le départ. D'accord. Ça a été un gros débat. En interne, on avait volontairement, je regrette pas cette décision, mais on avait volontairement choisi de rester en France pour les histoires de droit. En fait, on sentait que ça allait nous péter à la gueule. Je pense que ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis une part d'international dès le départ, quitte à la cacher. Parce que c'est un truc où, en fait, on a tellement de choses à faire qu'on a peur que si on le fait maintenant, en fait, le produit est pas suffisamment bon. Et comme m'a dit, c'est le fondateur de Believe qui m'a dit ça, et cette phrase est extraordinaire. Il m'a dit, t'as la chance d'être le new kid in town, tu vois, le nouveau shérif qui débarque, une seule fois. Pas deux. Et nous, on l'a vu, même sur notre deuxième lancement, tu vois, là, en 2022 versus 2021. Les gens nous connaissent, il y a eu des commentaires sur Twitter, mais c'est pas que ça nous touche, c'est juste tu les vois, du type ah ouais tiens Rhapsody ils existent encore, je pensais que c'était mort, ouais c'est saut 2021, là, c'est fini, t'es en mode gros on fait que démarrer, tu vois. Donc ouais je pense que je changerais la façon dont on a géré l'international. Mais voilà. Ouais, après c'est pas évident quoi, enfin tu peux pas être difficilement sur tous les fronts. Bah le truc c'est qu'on nous l'a soufflé, c'est-à-dire qu'il y a Alex Yazdi qui est le fondateur de Voodoo, qui est un mec génial d'ailleurs. Hyper sympa, hyper bienveillant, qui nous a dit les gars, partez à l'inter direct. Et en fait, nous, cette histoire de droit, on l'avait dans la tête depuis le départ, on savait que ça allait nous tomber dessus.
Et on a fait le choix de pas faire ce qu'il conseillait, mais de rester en fait en France en disant comme ça les droits on peut gérer, etc. Là où en fait Voodoo parle de lui-même, enfin voilà, pour ceux qui connaissent pas, allez chercher Voodoo quoi. Et en gros, je pense que j'avais pas la maturité pour être capable de prendre un pas de recul et de dire comment on fait l'inter. Pas on fait je calque ce qu'il me dit sur ce qu'on fait aujourd'hui, mais comment on change, enfin j'enrichis ce que je fais avec ce qu'il me dit et pas juste je fais ce qu'il dit bête et méchant. Parce que c'est un des gros sujets, tu vois, aujourd'hui là on va certainement commencer à réfléchir à l'inter, enfin c'est pas si facile à faire, en fait c'est facile vu notre techno, mais dans la roadmap c'est relou, et puis il y a l'histoire de droit et nanana, et traduction de l'appli et je sais pas quoi, il y a plein de petits détails où en fait on aurait pu le faire un peu plus intelligemment. Et d'un point de vue un peu plus micro, on va dire, si on se concentre vraiment sur la partie product, en dehors effectivement de Rapso, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment, que tu referais ou que tu ne referais pas d'ailleurs avec ta casquette de product? J'ai un énorme trou aujourd'hui dans ma besace qui est la growth. Je me serais formé beaucoup plus tôt et j'aurais testé plein de trucs en growth bien avant d'en avoir besoin. Genre, il y a plein de produits, tu vois. Moi, j'étais en fait très focus sur le côté builder, entre guillemets. J'avais besoin de construire les choses, de les faire, de les coder, tu vois. Et comme c'était toujours été un manquement, puisque dans mon background académique, j'ai jamais eu ça, en fait, j'étais focus que là-dessus, tu vois. Et j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, la technique n'est jamais un problème. Genre, ça n'existe pas un problème technique. Enfin, pas dans ce qu'on fait. À moins que tu fasses de la recherche fonda, non. En fait, ton vrai problème, il est comment tu fais un bail hyper light, le plus vite possible, et comment il y a plein de gens qui s'occupent de comment tu fais pour que plein de gens le voient. Et c'est ça en fait qui m'a manqué. Rapso, j'ai eu de la chance, mais tu vois, je vois d'autres projets qu'on aurait pu lancer, etc. Je me dis, il faut être bon là-dessus, quoi. Voilà. Je pense que c'est ça que j'aurais vraiment un peu plus insisté là-dessus. Et si aujourd'hui justement tu recommençais et que tu voudrais te former là-dessus, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu as un peu une idée des ressources, est-ce que ce serait une formation? Est-ce que tu as un peu des éléments à partager pour ceux qui veulent mettre les doigts dedans finalement? Alors, il y a des ressources, enfin, c'est hyper documenté. À l'époque, c'était un peu plus growth hacking, machin, ok, why not? Faut apprendre à coder un petit peu, bricoler des trucs, scraper, blabla. Aujourd'hui, c'est hyper outillé, donc c'est vraiment pas besoin de passer 40 ans dessus. Je pense que c'est plutôt de comment tu utilises ces outils. Ça, déjà, le bail. Il y a plein de formations, Germinal et tout, ok, why not? Moi, ce que j'aurais fait, c'est j'aurais essayé de trouver des bons growth hackers ou growth marketeurs ou des mecs qui font du bon market de startup, quoi, en gros. Et j'aurais parlé avec eux. En mode, ok, t'as fait ça, comment t'as eu l'idée, pourquoi tu l'as fait, comment tu l'as pensé. C'est ce que j'ai fait en fait pour le dev. C'est-à-dire que, tu vois, aujourd'hui, moi, mais ce que je dis toujours, c'est que moi, je suis un dev de CFA, tu vois, genre vraiment, je suis éclaté au sol. J'ai juste un mérite, c'est que je fais des trucs qui marchent. Avec tout le respect pour la CFA. Ouais, c'est juste que t'es pas pro, quoi. Enfin, voilà. Sûr. Je suis pas en Ligue 1, quoi, c'est ça que je veux dire. T'as des gars, ils font ça très bien, c'est des magiciens du code, ils comprennent tout. Moi, je comprends que ce que j'ai besoin de comprendre pour que ça marche. Mais ça marche en cracra, tu vois. Et c'est tout ce qui m'intéresse. Et ça m'a été apporté par les différentes discussions que j'ai pu avoir avec des gens. Et je pense que je ferais la même chose avec le growth, tu vois, qui est de dire, tu prends des gars, tu les assois et tu dis, vas-y, raconte-moi. Juste parle-moi de toi. Et t'aspires tout ce qu'il y a à apprendre. Mais vraiment tout. Il dit, j'ai testé ça a planté. Pourquoi ça a planté? Parce que nanani, nanana. Ok, j'ai testé ça. Tu vois, il y a des gars, j'avais fait passer un entretien, par exemple, pour Rapso. Le mec te dit, il disait un truc sur des bagnoles, lavage de bagnoles, je sais pas quoi. Il te dit, ouais, j'avais fait le fameux truc, tu sais, de airdrop, là, comme tout le monde l'a fait, dans un parking. Il dit, j'ai juste oublié un truc. Y a pas de raison dans les parkings. Après, tu dis, oui, t'es con. Mais en fait, sur le moment, t'y penses pas, tu vois. Donc, it's okay. Enfin, c'est normal, c'est une erreur, ça arrive. Mais du coup, je trouve ça rigolo de penser comme ça, quoi. Donc, la technique de airdrop, c'est d'envoyer une image via le réseau de partage de l'iPhone, d'Apple, effectivement, pour que tous les finalement prospects reçoivent la petite image avec tes coordonnées dessus et les services que tu vends. Et c'est Back Market qui l'a très bien fait. Sauf que depuis, Apple a bloqué ça. C'est vrai? Ouais. Maintenant, t'es en airdrop mes contacts par défaut. Ouais. Et tu dois manuellement activer la possibilité de recevoir un airdrop de n'importe qui pendant 10 minutes. Ça se désactive. Ah ouais, ok. Et ouais. C'est fou, hein. Ils sont trop forts. Enfin, le pouvoir des plateformes. Voilà. Ouais, bien sûr. Ça, c'est encore un énorme sujet, mais c'est vrai que bon, ça atteint ses limites. Faut trouver d'autres hacks maintenant. Ouais. Moi, je pense que le QR code, ça peut être rigolo. Ouais, c'est sûr. Mais ouais, c'est quand même assez fou parce que typiquement Facebook, ça aurait pu faire mourir Facebook, le fait que Apple maintenant demande si on veut bien que finalement nos infos soient retransmises à des tiers, etc. Mais ils ont déjà tué Facebook, genre on s'entend, mais oui.
ça a eu un impact significatif sur tous les publicitaires et pas que Facebook, même Google. Parce que si on dit non, eh bien sûr, Facebook peut pas réutiliser. Mais qui dit oui? Bah personne. Donc c'est pour ça que c'est dément, compliqué. Hein. Ouais. Après, ce qui est, tu vois, c'est rigolo, c'est que maintenant ça met t'as toute la nouvelle vibe là de cookie-less tracking. Ouais. Où les mecs, en fait c'est ce qui se passe pour la mobile attribution. Je sais pas si tu vois comment ça fonctionne. Explique. Tu vois les trucs des UTM tags dans les URL ou les liens traqués. En fait, du coup, t'as des paramètres genre source Facebook, campagne, email février, j'en sais rien. Voilà. Quand tu télécharges une appli et que tu veux savoir d'où viennent tes téléchargements, donc tes visiteurs dans ton appli, tu peux pas le faire parce qu'il y a pas de continuité entre ton site, le téléchargement et le mec que tu récupères. Du coup, t'as des boîtes qui se sont spécialisées. Il y en a 2 notamment. C'est un marché qui est vraiment tout petit, qui est énorme, mais il y a que 2 boîtes. Faudrait aller tout casser. Qui sont Adjust et AppsFlyer. En gros, ils ont développé une technique, une méthode, je sais pas, mathématique, je sais pas quoi, où en gros, au moment où tu cliques sur un lien spécial, ça ping leur serveur. Ils ont une espèce d'image de qui tu es. Et au moment où tu télécharges l'appli, au moment où tu ouvres l'appli pour la première fois, ils vont récupérer une espèce de semi-image un peu différente et ils vont essayer de faire coller les deux. Avec des probas. Genre, ah tiens, c'est tel réseau, ah c'est tel endroit, ah c'est tel machin, ah je sais pas quoi, ah c'est dans un intervalle un peu régulier. Ils font leur sauce. Et donc tu fais la même chose maintenant, mais pour le web. Historiquement, c'était vraiment que du mobile. Maintenant, les gens s'amusent à le faire pour le web, tu vois. Et ça permet de sortir quoi? D'où viennent les gens, enfin de la data, t'as besoin. En fait, les gens voient beaucoup la data comme un peu le mal, tu vois, genre ils veulent savoir mes data. Non frérot, on veut juste savoir qui t'es, qu'est-ce que tu fais là et comment est-ce qu'on peut trouver plus de gens comme toi. C'est vraiment que tu t'appelles Michel, Rachad ou Jean-Philippe, c'est pareil. Que tu sois à Paris, à Nice ou à Bordeaux, change rien à ma vie. Je veux juste savoir qui tu es et comment est-ce que je fais venir plus de gens comme toi, quoi. Ouais, c'est clair. Puis c'est souvent anonymisé, hein, finalement. 100%. T'as pas besoin de savoir. C'est le truc de Lyon, mais les gens se trompent sur c'est quoi la data qui a de la valeur. Tout à fait. Voilà. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu aurais un échec qui a pu vraiment te marquer, qui en tout cas sur lequel tu as su capitaliser, alors soit sur Appso, soit sur tes projets antérieurs, et tu aimerais partager les enseignements que tu en as tirés? Je pense qu'un des trucs importants, c'est quand c'est structurel, c'est le focus. Ça veut dire qu'une fois que tu as goûté à la puissance du focus, tu peux pas revenir en arrière. Dans le sens où un des problèmes que moi j'avais, c'est que j'étais hyper dissipé et je faisais 1000 trucs à la fois. 1000 projets, 1000 machins. Ouais, j'avance un peu par là, un peu par là, un peu par là. En fait, t'avances jamais vraiment. Et c'était pas du coup pendant le Covid où j'ai coupé. Et sur du coup, recommandation de mes potes, j'ai dit vas-y, maintenant je fais un seul truc. Et je le fais vraiment. Et en fait, t'avances à pas de géant. Mais bon, en fait, c'est une machine qui s'emballe. Donc en fait, plus t'avances, plus t'as des trucs à faire. Donc bon, voilà, faut être focus. Ça, c'est un des gros échecs que j'ai eu sur certains de mes projets avant Rapso. En fait, que je faisais au départ en parallèle de Rapso. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme échec qui a pas mal planté? Je pense que ça c'est pas mal. Je pense qu'il y a eu un peu d'hubris par moment. Tu vois, un peu de je me la raconte, de prétention, mais qui est pas forcément volontaire. Ça veut dire que quand t'es sur une pente ascendante, tu fly. Tu fly parce que ça fait des mois, des semaines, des années que tu galères et t'es sur une pente ascendante et tu te dis, ah, ça y est, c'est bon. Pour une fois, c'est bon, c'est moi. Mais en fait, c'est jamais bon. Et tu vois, par exemple, le fait qu'on se soit planté avec Rapso sur la gestion du buzz, entre guillemets, au moment du lancement en 2021, c'était pas fou comme succès, quoi. Ça, c'était un peu relou. J'avoue que à refaire, je le ferais un peu différemment, la gestion du buzz. Enfin, en fait, sans overkill, sans penser une usine à gaz, tu vois, de ouais, mais si jamais ça pète. Non, tu vas pas passer 2 ans à penser si ça pète. Mais, peut-être, voilà. Ça, c'est le premier truc. Et un autre échec. Ah ouais, ça, c'est plus récent pour le coup. Les échecs de recrutement. Ok. Très compliqué. Très compliqué à gérer, très compliqué à vivre. Très compliqué à assumer aussi. Parce que tu t'es dit, attends, mais pourtant j'étais sûr, qu'est-ce que j'ai loupé, etc. On en a eu un seul, et j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres chez Rapso, qui en fait prend du temps à diagnostiquer, qui engendre une charge mentale de fou, qui tire la team vers le bas. Tu sais, il y a cette espèce de stat au basket, là, je sais pas si tu la connais, ils te disent que sur une équipe de basket, tu mets un joueur qui est moins bon que les autres, il fait baisser le niveau global de l'équipe d'à peu près 30%. Ok. 30 ou 40. Je crois que c'était 40, mais dans le doute, on va dire 30. Un gars. Enfin, je sais pas si tu réalises, 20% d'une semaine, c'est un jour. Ouais, c'est donc énorme. 40%, c'est-à-dire 2 jours par semaine. C'est-à-dire que le mec, il bosse que 3 jours et par contre, tu lui payes 5. Ouais. En répercussion sur les autres. Non, c'est n'importe quoi. Donc ça, je pense que c'est, gros échec où j'ai beaucoup tiré de qu'est-ce que t'as envie de recruter? Quel type de profil, tu vois? Je pense qu'il faut être, moi, aujourd'hui, je suis très, je fais attention au, comment on appelle ça? Au mindset doer.
C'est un truc auquel je pensais que c'était assez intuitif quand tu voulais bosser en startup. En fait, c'est pas vrai. Je veux quelqu'un qui sait mettre et qui veut mettre les mains dans le cambouis. Et c'est genre juste ça, tu vois, pour l'instant. T'as compris pourquoi le recrutement a pas marché en question? Ouais, je pense. En gros, j'ai été, je pense, un peu hypé par des choses que j'ai entendues en entretien. D'accord. Je pense que mon test case était foireux. C'est-à-dire que l'exercice que je donnais n'était pas calibré pour mesurer ce que je voulais vraiment mesurer. Okay. Mais je le savais pas. Et je pense que j'ai un peu trop idéalisé le fait d'avoir des profils différents dans la team. Ok. Vraiment, on est un peu désexcités. Et j'avais envie d'être quelqu'un peut-être d'un peu plus posé, d'un peu plus stratégique, d'un peu plus machin. En fait, non. Pas du tout. Je pense qu'il faut une personne qui soit un peu dans le même mindset parce que ça crée en fait de l'entropie. T'as envie de l'entropie, de l'excitation, de l'effervescence, tu vois, il se passe des trucs. Et plutôt que quelqu'un qui en fait est plutôt endogène, tu vois, et qui va absorber l'énergie pour après peut-être, on espère, la sortir. Ouais, ça je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est assez fondamental finalement. C'est un peu de l'alignement, quoi. Si t'es pas sur les mêmes bases. Mais c'est relou parce qu'en fait, t'as envie d'avoir une team qui est variée. Enfin, tu vois, les gens quand ils parlent de diversité, ils vont parler des trucs bateaux, mec, meuf, des minorités, des renois, des rebeux, des machins. En vrai, on s'en tape. Ce qui est intéressant, c'est parce que, enfin, je vais reformuler. On s'en tape parce que si tu vas juste chercher, tu vois, genre moi typiquement, ok, je suis d'origine Afrique du Nord, Middle East, ce que tu veux, mais en fait, je suis dans le même moule que les gars qui ont fait une école d'ingé. Donc que ce soit moi ou toi, en fait, on est pareil, on est câblé pareil. Par contre, si dans mon profil il y a un truc qui est différent, je dis n'importe quoi, tu vas lancer en Afrique du Nord et t'as besoin de quelqu'un qui comprenne, alors je suis pas sûr d'être la meilleure personne, mais bon, t'as capté le délire, qui comprenne la langue, qui comprenne la culture, qui, je sais pas, moi dans l'occurrence, qui connaisse les artistes de rap, tu vois, bah ouais, là auquel cas je suis intéressant. Et donc tu vois, c'est là en fait où je pense que cette diversité, faut comprendre pourquoi tu la veux et pas juste la vouloir pour la vouloir. Ouais, bien sûr. Tu vois, genre exemple, là on a recruté notre head of product design. On a recruté notre head of product design qui est une meuf et qui est une ancienne collègue de chez Hitch, qui est une meuf brillantissime dans ce qu'elle fait, c'est extraordinaire. Et tu vois, et on va te dire ouais, t'as de la diversité, c'est une meuf, c'est trop cool parce qu'en fait, il y a des effets psychologiques de une meuf qui vient, si elle voit pas d'autres meufs, elle va pas s'identifier, donc en fait, elle va pas venir et donc du coup, tu perds effectivement après de la valeur d'avoir des équipes qui soient pas que des mecs avec full testo en mode c'est bon, vas-y, enfin stop, on n'est pas boys club. Mais pour autant, en termes de mindset, elle et moi, on est beaucoup plus proches qu'une autre meuf qui pourrait être dans la team. Tu vois ? Et c'est ça, en fait, il faut comprendre pourquoi t'as besoin de cette diversité. Ouais. C'est pas juste, ouais, c'est une meuf et une sensibilité différente. C'est peut-être vrai, c'est vrai, mais en vrai, on s'en fout. Enfin, c'est pas pour ça que je t'embauche à ce poste-là. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est un peu et pour tes futurs recrutements, maintenant, qu'est-ce que tu ferais différemment ? Je pense que je m'appliquerais beaucoup plus sur le test case. Ouais. Il est toujours fondamental, mais je pense que je le ferai tester peut-être à des potes ou à des gens qui connaissent le métier, ce que j'ai pas fait là en l'occurrence. Et je pense que je ferai très très gaffe aux cabinets avec lesquels je bosse. Parce que les cabinets de RH sont d'une qualité disparate. Voilà, très disparate. Il y a vraiment de tout. En fait, il y a des gens que tu suspectes pas d'être bons, qui sont en fait très bons. Il y a des gens qui t'as hyper confiance, qui en fait sont pas au level. Il y a vraiment de tout. Et il faut être capable de faire le discernement, et donc je pense que je ferais très très gaffe à ça. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la création d'un projet sous la forme d'un produit comme vous, B2C ? Va vite. Tergiverse pas 140 ans autour de ton produit. Tu le sors le plus vite possible en dégueulasse. Il y a que ça qui compte. Et ouais, c'est ça. Enfin, vraiment, c'est juste ça. Déjà, tu fais ça. T'as fait 30%. Non, c'est pas vrai. Déjà, t'as fait ça. T'as fait 80% du chemin. Ouais. Parce que la plupart des gens s'arrêtent, n'arrivent même pas à ce moment-là de launch. Ah oui, mais mon produit, attends, si je mets une animation, là, quand je clique sur ce bouton, frérot, personne ne la voit ton animation, s'en bat les reins. Avance. Voilà. Je pense que c'est vraiment le truc, et d'essayer de s'éloigner le plus possible des fameuses vanity metrics, qui sont des indicateurs de performance, mais qui n'ont pour seul intérêt que de te faire te sentir bien. Ouais, bien sûr. Qui sont nazes. Est-ce qu'il y aurait un projet, un produit ou une idée que tu aurais aimé développer, mais dont tu regrettes un peu de pas y être allé ? Est-ce que dans le passé, tu sais, parce que là j'ai trouvé ma prochaine boîte. Ça y est, je sais ce sera quoi après. Ouais, je dis pas. Okay. Mais je sais ce que c'est. Non, en vrai, bah il y a en vrai, alors il y a un pain point que j'ai pas résolu, sur lequel j'avais bossé. Non, il y en a deux.
En vrai, il y en a deux. C'est des trucs sur lesquels j'ai bossé, mais je me suis planté, en fait. Et, enfin, je sais pas, ça répond à la question ou pas, ça? Ou pas vraiment? Ouais, ok. Bon, du coup, il y en a deux. Donc, j'ai bossé dessus, mais je suis pas allé au bout, pour diverses raisons. Notamment parce que la méthode était pas bonne, voilà. J'oublie pas, j'ai une cousine qui est avocate. Et je vois les avocats devant leur ordi. Il me reste pas beaucoup de cheveux, j'ai envie de m'en arracher encore. Genre, c'est stratosphérique. En fait, ils sont tellement concentrés sur autre chose que leur cerveau, il est pas fait pour être dans l'optimisation. Mais il y a des trucs qui sont lunaires. Par exemple, ils reçoivent des fichiers scannés, mais qui sont des images. Et ils peuvent pas faire de contrôle F. Sauf qu'on parle d'un truc qui fait 867 pages. Enfin, ça n'a aucun sens. Ils reçoivent des documents du barreau de Paris, hein, en CD-ROM, en 2023. Est-ce qu'on peut let that sink in, genre vraiment. Ok. Et donc ça j'aurais bien aimé. Non seulement il y a des CD, mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des graveurs de CD. Oui. C'est encore plus grave. Oui. Et elles, au bureau, ils avaient une tour qui ne servait qu'à lire ce truc-là. Le cloud, ils connaissent pas. Mais the fuck. Enfin, bref, voilà. Et plein de petits outils, tu vois, où typiquement, ils gèrent mal leurs documents. Et ce qui est rigolo quand tu creuses un peu, alors peut-être que je digresse, mais la gestion de documents pour des avocats ou pour des gens qui créent du contenu textuel, c'est la même chose que des devs. En fait, du code, c'est du texte. Et tu vois, il y a genre Git, qui est ce fameux système un peu magique qui nous a été donné du ciel, qui te permet de comparer les trucs et tout. Et donc, virtuellement, moi, ça fait des années, je me dis, tu donnes Git en plus joli à des avocats, ils arrêtent de faire V1, V2, V3, V3 final, V3 final, V4 final max pour de vrai. Enfin voilà, ça en arrête. Et tu dis, bah ouais, en fait, je fais une branche, je fais un projet, je modifie, c'est review, c'est ce qu'ils font, tu vois, dans Word, de façon absolument dégueulasse. Voilà. Donc ça, j'aimerais bien bosser dessus. Le fameux mode suivi. Voilà. Attends, on peut quand même dire, je suis censé être technophile. J'ai dû regarder des tutos pour comprendre comment ça marchait. Ouais. Je ne comprends pas afficher les commentaires, désafficher les commentaires. Ouais, c'est pas très intuitif, je te l'accorde. Non, ça n'est pas du tout intuitif. C'est horrible, ce truc. Ouais. Donc ça, déjà, il y a ça. Et le second, c'est le remote. En fait, mon premier taf, moi j'ai un problème, c'est que mon premier taf, j'étais dans une boîte qui est Itch, qui est tout sauf une boîte normale. Mais dans le sens positif du terme. Tu vois, t'arrives, ton premier taf, on me dit salut, bah tu bosses où tu veux. T'es en mode, pardon. Donc moi au début j'étais en mode, je disais, demain je suis en remote. Il dit, gros, ça ne m'intéresse pas. Cela m'importe peu. Genre que tu sois à Paris, dans les locaux, chez toi ou en Tunisie, ça ne change rien, tu vois. Et du coup, j'ai mis du temps à m'adapter, tu vois, je comprenais pas, tu bosses dans ton lit, tu bosses dans un canapé, après tu dis non, j'arrive pas à vraiment bosser, je vais me mettre sur un bureau, etc. Et Covid est arrivé, ça c'était en 2018. Le Covid est arrivé et je vois tout le monde bosser en remote. Et en fait, je pète un câble. Les gens qui sont en remote le vendredi, ça m'énerve. T'es en mode, mais non, le vendredi, c'est le jour où t'es le moins productif. Moi, j'allais au bureau le vendredi. Le seul jour où j'étais au bureau, c'est le vendredi. Et t'es en mode, bah non, en fait, quand tu veux être productif, remote, c'est un vrai travail. T'es pas sur une table basse, t'es pas sur un canapé, tu as un mal au dos, tu peux pas bosser, t'es devant la télé, je sais pas quoi. Et j'ai toujours eu envie de développer cette possibilité pour tout le monde d'aller faire du remote de qualité un peu n'importe où. Tu vois, c'est un truc qui me travaille de fou, genre même dans les Airbnb, bon maintenant ils sont mis à le faire, God bless, mais le fait d'avoir quelle est la connexion, le fait de pouvoir louer du matos. Tu vois, genre je peux pas me trimballer avec mon deuxième écran tout le temps, et les deuxièmes écrans portatifs c'est un enfer, ça coûte cher, c'est nul. Bah, tu vois, avoir une chaise, enfin des trucs comme ça où j'aimerais vraiment aller craquer quelque chose, parce que je pense que de plus en plus les gens vont bosser en remote, ouais. et c'est pas encore assez carré. Et tu vois, et la version 0 c'est de faire du service, vas-y viens, on vous aide à mettre votre boîte en remote, mais les gens savent pas faire. Slide typiquement, qui est une boîte remote first, qui a un concurrent de Notion, fait énormément de contenu. Enfin tu vois, Christophe fait énormément, le CEO, il fait énormément de contenu là-dessus, c'est hyper intéressant, c'est hyper riche. C'est un truc que j'aurais aimé, sur lequel j'aurais aimé taffer, ouais. Au-delà des startups, hein, même aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, un modèle beaucoup plus classique propose 1, 2, 3 jours de télétravail par semaine. Voilà. Et effectivement, c'est un vrai enjeu pour les employés de travailler dans de bonnes conditions. C'est ça. T'es pas dans un café. Genre, les gens qui bossent dans un Starbucks, c'est des menteurs parce que tu peux pas bosser dans un Starbucks. Ou alors, quand t'es étudiant, c'est l'arrache, mais tu peux pas faire un vrai travail dans un Starbucks. Genre vraiment, le fait que tu doives déclarer tes jours de télétravail, je trouve ça
révélateur du fait que du coup tu sais que tu travailles pas. Ça veut dire que si je te le déclare, bah voilà. Ouais. C'est l'analogie avec ça, c'est les congés payés. Les boîtes qui sont, tu connais la stat que les boîtes comme Algolia par exemple, qui sont en mode télétravail, qui sont en mode congé infini. Ben en fait les gens prennent moins que 25 jours de congé. Ouais. Parce qu'en fait t'es impliqué et l'esprit humain il aime pas la contrainte. Enfin il aime la contrainte mais il réagit bizarre quoi. Tu dis pas de contrainte, tu fais ok bah je vais m'en mettre tout seul, mais plus qu'avant. C'est comme les restos. T'es déjà allé dans des restos où ils te disent paye ce que tu veux? Non. Ben un jour je suis tombé dans un resto comme ça et je suis allé demander au gars, je dis mais t'arrives à en vivre? Il dit ouais. Je dis mais les gens ils payent plus, moins pareil. Il dit en général ils payent un peu plus que dans les restos normaux. C'est marrant ça. C'est ouf tu vois. Et bref, je trouve ça assez rigolo comme réflexion. J'aimerais vraiment bosser dessus. Mais c'est un vrai levier psychologique ça, hein. La contrainte, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Ouais bah c'est facile. En fait, le syndrome de la feuille blanche, c'est Zitol. Le syndrome de la feuille blanche il est symptomatique de ça. Sors un truc. Non mais c'est pas. Sors-le. Et tu vois, moi je dis ça dans un domaine complètement différent, la musique, on s'entend, genre l'écriture de musique. J'ai un pote à Wam qui se lance un peu dans le rap et tout, et il était trop au début en mode ouais mais ce texte, je dis on s'en fout, fais un texte, genre sors-le. Oui mais je veux rien savoir, sors-le. Et en fait l'idée c'est ce que j'appelle banaliser la création. Et en fait c'est des mécanismes qu'on retrouve déjà genre dans le product design. Un bon product designer, c'est un product designer que tu peux dire ça c'est nul, il va pas se vexer, il va dire ok vas-y je recommence. Et lui-même n'est pas attaché à ce qu'il fait, tu vois. Et genre, tu te détaches et tu crées, et c'est vrai pour tout, en fait. Toute création doit être banalisée. Un artiste, tu vois, qui soit musical, un peintre, bon, si c'est un sculpteur, c'est peut-être un peu plus cher le marbre, mais on s'entend. T'as besoin de ne pas t'attacher à ce que tu fais pour être capable d'itérer et d'être créatif, tu vois. Ouais. Et c'est aussi, je pense, une question de vision. Si ton objectif à long terme, c'est d'accéder à ça, tu te doutes bien qu'à court terme, va y avoir plein de choses ratées. Exactement. Et donc en fait, ça a beaucoup moins de poids et c'est presque normal qu'en fait ton premier texte il soit naze. C'est même ça. Sinon, ça serait bizarre. Ouais, c'est clair. Mais ça veut aussi dire que, en fait, quand tu creuses vraiment, les gens ne veulent pas s'avouer qu'ils ont peur. Ils vont trouver une excuse. Tu dis mais dis que t'as peur. Non mais dis que t'as peur. Ok. Ah, j'avoue, j'ai peur. Ah, on sent mieux, là. Ouais. Après, en fait, on n'a pas été habitué à l'échec. À l'école, on nous note. C'est vrai. On n'a pas le droit à l'échec. Ouais, c'est vrai. Si t'as des échecs, tu passes pas l'année d'après. Donc, c'est vrai que, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, mais c'est bien, ça se démocratise quand même de plus en plus. Après, je pense que, bon, je sais pas si c'est dans le cadre de cette conversation, mais le rapport à l'échec, j'ai vu une vidéo, je crois que c'était un tweet là-dessus. Le mec dit ouais, tous les gars qui disent ouais j'ai arrêté l'école, regarde Bill Gates il a arrêté l'école et il est milliardaire. Enfin il est Bill Gates. Je dis oui mais le mec a quitté Harvard. Ouais. Il a pas quitté je sais pas quelle formation tu suis, tu vois, ou juste le lycée. Ouais. Ça veut pas dire qu'en quittant le lycée tu peux pas réussir. Ça veut dire que me le prends pas comme un argument de base. Donc pour autant tu vois je pense qu'il faut pas non plus c'est une question de curseur toujours mais bien sûr. Il faut banaliser l'échec une fois que t'es sûr que la qualité est dans les cordes de la personne. Ouais. Parce que sinon, et c'est marrant, j'en parlais il y a pas longtemps, dans la semaine là, tu ne progresses dans ta vie qu'au moment où tu te plantes. Tu peux pas progresser si tu te plantes pas. Et tu te progresses qu'au moment où c'est difficile. Sinon, ça sert à rien. Enfin, tu vas jamais progresser, sinon c'est que t'es déjà là, tu vois. Et donc, ça veut dire que faut banaliser l'échec, mais en vue du progrès, mais pas non plus en mode non, vas-y, c'est ok, tu vois. Ouais, voilà, c'est aussi pour ça que, moi, j'ai un rapport un peu particulier à ce truc-là. Ouais, bien sûr. Ça vaut ce que ça vaut. Ouais, c'est très intéressant. Sous l'égide d'une boîte produit vis-à-vis de Rhapsody, qu'est-ce que tu penses que vous faites qui vous permet d'être un bon produit et d'être meilleur que les autres? Alors, je pense qu'il y a le fait d'être passionné, mais genre vraiment passionné, tu vois, ça nous donne des instincts un peu de réalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur... En fait, comme on a vraiment envie de réussir, on n'a pas peur d'affronter, je pense, la réalité du terrain et de dire ce qu'on fait, c'est nul. Et c'est pas grave, tu vois. Ouais, genre vraiment, ce qu'on fait, c'est nul, c'est ok, juste c'est naze, quoi. Je pense qu'on a une vraie gamberge produit. Enfin, on essaye de faire infuser toute une gamberge produit dans toutes les strates de la boîte. C'est-à-dire que toutes les semaines, moi je répète à tout le monde, les valeurs de la boîte, le fait que, grosso modo, c'est de valeurs produits de passer bien en avance. Et ça, je pense que ça aide énormément parce que, pareil, on banalise la création. Le fait de sortir quelque chose, de le tège, c'est normal, c'est ok. Donc il y a ça qu'on fait que je pense qui est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait de trucs que les gens font pas, que la concurrence fait pas? Ouais, je pense que alors je vais pas dire on se la raconte pas, c'est pas bien, mais
on n'a pas peur d'être les petits. C'est-à-dire que enfin, pour tous les grands ont commencé petits, et nous, on sait où est notre place. Et donc, ça nous permet, en fait, d'avoir une vraie position de confiance et de partenariat avec la plupart des gens dans l'industrie, ce qui nous met, en fait, dans une position vraiment, vraiment cool. Je dirais qu'il y a ça, et on essaie d'aller vite, évidemment. Enfin, ça, c'est un peu le truc de tout le monde, mais c'est pas à moi de dire si on va vite ou pas, quoi. Enfin, on fait vraiment juste au plus vite. Voilà, je sais pas si ça répond vraiment à la question. Ouais, bien sûr, totalement. Et toi, à titre individuel, qu'est-ce que tu penses que tu fais qui te permet d'être un bon CEO et finalement d'être meilleur que les autres? Alors, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas forcément à moi de définir si je suis un bon CEO, si je suis meilleur que les autres. Mais pour être au mieux de ce que je peux faire, en tout cas, je pense qu'il y a à la fois des trucs dans le taf et des trucs off taf, entre guillemets, qui sont importants. Off taf, le sport. Ouais. Fondamental. Genre vraiment fondamental. J'en ai besoin. En fait, là, c'est un peu moins le cas, mais 2022, j'étais dans une gamberge où j'ai raté 2 séances de sport. Je devenais agressif. Mais genre, je sentais l'énergie bouillir, tu vois, j'ai besoin d'évacuer ce stress, cette tension, cette charge mentale. Ça, c'est trop bien. Genre vraiment, je peux pas recommander à quelqu'un de pas faire du sport. L'entourage. Je pense que c'est important de s'entourer de quelqu'un qui comprenne ce que tu fais. Ça, tu vois, genre, dans ton entourage, t'as des gens qui sont entrepreneurs et t'as des gens qui sont pas entrepreneurs. Les deux te veulent du bien. Mais il y en a un qui comprend et l'autre qui comprend pas. Et celui qui comprend, tu le prends, tu le verrouilles et tu parles avec lui. Et c'est le seul qui peut capter. Et de se rendre compte que, tu vois, moi, un de mes meilleurs potes, il est entrepreneur, mais pas dans la tech. Il a un resto. Donc, a priori, tu dis, ouais, ça n'a rien à voir. Tout pareil. Et voir, il a des problématiques que moi, j'ai pas. Mais des trucs de malade. Tu vois, des trucs tout bêtes du genre, en termes de management, lui, dans la cuisine, c'est un mec qui parle pas français. Va remonter les bretelles à un mec qui ne parle pas français. Vas-y, bon courage. Alors que là, on est nous à mettre des formules de politesse, à tirer les pincettes, t'as peur. Voilà. Tu vois, et donc c'est hyper intéressant. Donc ça, moi, c'est au-delà du fait que c'est mon meilleur pote et que voilà, enfin, je kiffe. C'est quelque chose qui a énormément de valeur en tant que CEO parce que c'est problématique que tu peux partager avec lui, il peut comprendre, que tu te plaignes de trucs où les gens te diraient non mais ça va, t'es à ton compte, en fait on s'en fout. C'est bon frère, arrête de me casser la tête tous les jours parce que je suis à mon compte ou parce que oui tu fais un sujet que t'aimes, mais tais-toi. C'est bon, on a compris. Donc ça c'est côté off taf. Et côté taf, je pense que un des trucs que je fais, mais c'est dans ma personnalité, c'est de pas se la raconter. Tu m'entendras jamais dire c'est comme ça parce que je suis le boss, jamais. Ou alors en mode de blague, tu vois, mais jamais je le dirais en mode de non, c'est moi le patron, donc non, t'embauches des gens pour qu'ils soient meilleurs que toi, bah vas-y, montre-moi, au pire tu te plantes, c'est pas grave, on s'en fout. Je pense qu'il y a ça, le fait de pas se prendre au sérieux non plus, donc ça va un petit peu de pair, et moi je lead beaucoup par l'exemple. Ça c'est pour moi un truc fondamental. Si tu veux que les gens soient au level, faut que toi tu sois au level. Tu veux que les gens soient irréprochables, faut que tu sois irréprochable. Tu veux que les gens restent tard, tu restes tard. T'es premier arrivé, dernier parti, je vais rien entendre. Il y a pas de non, il y a pas de ma meuf, de je sais pas, non. Tu restes là. Et voilà. Donc ça, c'est un truc sur lequel moi je pense être assez rigoureux, on va dire, d'arriver tôt, de commencer à bosser tôt, pas forcément au bureau, et de finir tard ou de bosser le week-end. Mais je demande pas à mes équipes de le faire. Je veux juste leur dire, voilà la discipline que je m'impose, voilà le cadre dans lequel vous. Si moi, je dis n'importe quoi, je bosse de 10h à 14h. Qu'est-ce qui va aller bosser de 8h à 19h, le frérot? Pas de sens. Donc voilà. Donc ça, je pense que je fais pas mal. Et beaucoup de remise en question. C'est-à-dire qu'une fois tous les mois ou un truc comme ça, je me prends un moment où je me vide la tête, je me mets de la musique et je me dis, ok, j'ai tout ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que tu es en train de louper, frère? Recommence de zéro. Qu'est-ce que tu es en train de louper? Et voilà. Parfois, il y a rien qui sort, parfois il y a des trucs. Voilà. Tu disais tout à l'heure que tu aurais aimé en savoir davantage sur le gros. Justement, quels sont un peu tes mécanismes toi aujourd'hui pour progresser? Alors que ce soit sur la technique, sur du dev perso, sur voilà un peu ce que tu mets en place pour finalement t'améliorer. Alors, il y a des trucs long terme où t'as envie que les gens qui te côtoient soient source de pistes d'amélioration. Donc moi je banalise énormément le feedback dans Rapso, c'est-à-dire que je dis à mes gars ça c'est naze, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et donc pour qu'on puisse me le dire en mode Rachad, là tu manques, tu vois. Mon CTO par exemple, on l'a très bien fait. On s'était embrouillé avant la sortie de la release, enfin de la publique quoi, où je râlais sur le produit. Et il me dit mais mec t'es pas là pour le faire le produit. Pour la gifle. Effectivement j'étais en train de croire dans ta gauche, j'avais des calls, des machins. Je dis ah ouais, moi je suis pas là. Ok, je vais te montrer.
Le lendemain, j'ai coupé tous mes calls, j'ai tout décalé, maintenant j'ai que 2 jours par semaine où tu peux me prendre des calls, 3 jours au moment où je suis full focus, et j'avance. Et tu vois, ça, c'est mortel. Ou alors, Louison qui me dit, au moment de la levée, tu vois, il me dit, à l'époque, j'étais encore moi qui bossais beaucoup sur le front, sur l'appli, et j'étais en train de prendre l'eau, pardon. J'étais en train de prendre l'eau, et il me dit, Rachad, lâche le produit. Je dis, non, mais mec, t'es tout seul, tu vas galérer. Il me dit, t'inquiète. Occupe-toi de la levée, c'est ça ton rôle de CEO. Bon, ouais, c'est comme ça qu'en fait que je progresse. T'as des gens qui sont capables de te sortir du carcan dans lequel tu t'es mis. Progresser, ça c'est pas mal. Maintenant, moi perso, c'est de jamais rien prendre pour acquis. Enfin vraiment, je suis hyper curieux de nature, mais je le pousse un petit peu. Je vais creuser, je demande à des gens, et je remets tout en cause tout le temps. Ça veut dire que je décide de ne jamais. En fait, j'ai peur d'être obsolète. Okay. Dans mon domaine, tu vois, j'ai 30 ans. Je commence à rentrer dans l'âge où si tu tournes mal, eh ben tu vas faire comme les CDI, enfin on appelle ça, les documentalistes qui te disaient Wikipédia c'est nul. On est 15 ans plus tard, coucou les gars. Ouais. Vous servez à quoi? Enfin, j'exagère, mais tu vois. Et donc ça, moi, c'est ma phobie. Ou pareil, tu vois, à l'époque où nos darons qui disent oui, vous êtes tout le temps sur Instagram. Ouais, juste le temps que ça t'arrive, t'es en train de te partager des vidéos de recettes toutes les semaines, des trucs qui sont nazes. Alors que moi, sur mon TikTok, il y a, tu sais, n'importe quoi, des trucs crypto, des trucs d'investissement, des trucs politiques. Tu vois, il y a plein de trucs. Et donc, moi, j'essaye de jamais être obsolète. Tu vois, alors, toujours en quête, on me parle d'une appli, je vais la télécharger, je vais tester, je vais essayer de diguer, de comprendre pourquoi, si, comment, qu'est-ce qu'ils font les jeunes. J'ai la chance d'avoir pas mal de plus jeunes que moi dans mon entourage, des petits cousins, petites cousines. Et quoi sur ton tel? Qu'est-ce que tu fais? Raconte un peu. C'est quoi les trucs, tu vois? Ça, je le fais beaucoup parce que du coup, il y a énormément de sources d'inspiration. Bah, tu partages aussi beaucoup avec tes potes. Enfin, ça, c'est pas important. Tu vois, t'as un petit groupe de potes, product, où tu te partages des trucs. Et qu'est-ce que je fais pour progresser? Ouais, bah, c'est déjà pas mal, hein. Après, je sais pas, il y a un sujet, je le tape, j'ai peur de rien, on y va, et let's go, quoi. Enfin, ouais, peut-être banaliser l'échec, mais te dire, bah, des fois, ça prend du temps, des fois, ça marche pas, it's okay. C'est un peu naze comme réponse, mais voilà, il y a ça. Non, mais c'est intéressant. Est-ce qu'il y aurait un conseil qu'on t'a donné dans ta vie qui t'a vraiment marqué, qui a fait changer ta façon de voir les choses ou d'agir, quelque chose qui vraiment t'a fait réfléchir et que t'aimerais le partager? Il y en a 2. Ok. Le premier, j'en ai déjà parlé. C'est être focus. 100%. Genre, mets des œillères, tu fais un sujet et tu le fais bien. Et tu vas au bout de la tâche. Parce qu'en fait, l'être humain, enfin, moi, mon cerveau, en tout cas, il est hyper excité par la nouveauté. Et tu vois, parfois, même quand on fait Rapso, il y a des nouveaux trucs, je suis en mode, attends. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ou est-ce que je suis juste excité parce que c'est nouveau? Ouais. Quoi, vraiment, apprendre à mettre des œillères, ça, c'est un très bon conseil. Et les deux, d'ailleurs, c'est la même personne, c'est mon pote là qui est entrepreneur. Et le deuxième, il m'a dit, alors désolé pour les non-matheux, l'énergie est une fonction décroissante du temps. Et ça, maintenant que je commence à être en trentenaire, je le sens. C'est horrible. Et tu vois, l'analogie, tu fais-le avec un footeux, genre Andreas Pirlo qui a fini sa carrière au milieu de terrain, donc c'est les mecs qui courent beaucoup, tu vois, au foot. Et ben en fait, à la fin de sa carrière, il mesurait chaque effort, mais chaque effort était laser, tu vois. Et t'as un peu ce truc-là de dire, quand t'as 20 ans ou 22 ans, tu peux t'exciter dans tous les sens, c'est pas grave. Et tu vois, l'exemple débile, c'est tu vas te coucher tard et tu vas te lever tôt et tu tiens. Tu récupères. Voilà. Mais en fait, si tu le mets à l'échelle du taf, tu peux t'exciter dans plein de trucs et c'est pas grave si t'es pas efficient. Plus t'avances, plus tu dois être efficient. Si tu gardes cette même gamberge, tu vas pas avancer. Donc ça, c'est les 2 conseils qu'on m'a donnés et que j'essaie d'appliquer vraiment tout le temps, quoi. Ouais, c'est clair. Alors justement, on parle de temps. Ouais. Est-ce que il y a quelque chose sur lequel tu aurais aimé travailler, que ce soit sur toi, à titre personnel, ou sur une compétence technique que tu aurais aimé développer, mais jusque-là, tu t'en as pas eu le temps et t'aimerais, dans un futur plus ou moins proche, en allouer pour aller justement sur ce sujet? Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment, honnêtement, il y en a beaucoup. Dans le taf, il y a le growth dont on parlait tout à l'heure. J'aimerais bien être meilleur en design. Je suis très mauvais en product design. En fait, je suis très bon pour analyser, mais très mauvais pour produire. Ok. J'aime pas cette posture. Donc voilà, ça j'aimerais bien le faire. C'était vraiment pure technique, voilà. Maintenant, en perso, la cuisine. Ok. J'aimerais trop apprendre à être créatif en cuisine. C'est-à-dire que suivre une recette, c'est une chose. C'est un peu no-brainer, tu vas. Mais tu vas te l'approprier, être capable de tester des trucs. Enfin, moi, je vois ma mère cuisiner, c'est extraordinaire. Enfin, c'est des recettes efficaces et délicieuses. Genre, elle est en mode, j'ai 15 minutes
et peu importe, ça sera sorti en 15 minutes. Elle ship. Tu vois, c'est le mindset produit, c'est MVP de bouffe, tu vois. Et ça, c'est génial. J'aimerais beaucoup faire ça. Enfin, apprendre à vraiment cuisiner. Et des compétences sur moi-même, bah, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, est-ce qu'il y en a d'autres? Reprendre la musique, mais ça, en vrai, on s'en fout. Ah, on s'en fout pas, hein. C'est intéressant. J'ai fait du piano quand j'étais jeune. Ok. Beaucoup de classiques. Je fais 10 piges de piano. Enfin, pourquoi t'as arrêté? J'étais immature. Ah ouais. En fait, j'ai arrêté en 3e. J'ai fait genre de peut-être mes 6 ans à 16 ans, comme ça, ou 5 ans à 15 ans, comme ça. Et je m'étais blessé au pouce. Et pour moi, c'était la porte de ça. Je suis en mode, vas-y, je sors. Et en fait, sur le coup, j'étais très content de l'avoir fait parce que vraiment, je m'épanouissais plus trop dedans. Et tu sais, t'es à un moment où t'es en mode, voilà, je commence à écouter du rap, donc je suis moins dedans. Ce qui est une énorme connerie, tu vois. Un gars comme Sofiane Pamar. C'est exactement ce que je voulais dire. Qui remplit Bercy, t'es en mode, mais non, t'es trop bête. Et puis même, tu vois, avec des potes, parfois on faisait un peu de son et je perdais mes trucs d'accords, de machin et tout. Et t'es en mode, dommage, même dans ma propre vie. Et ouais, ça, je pense que à un moment, j'aimerais bien refaire du son, un peu en mode, ou faire du son, mais avec cette qualité de piano que j'ai, tu vois, où t'es un peu plus créatif, où moi j'ai fait que de la lecture de partition. Pareil, un peu comme la cuisine. Tu vois, tu t'appropries un art et tu te mets à le sublimer par ton ADN à toi, quoi. Voilà. C'est déjà pas mal, en vrai, truc à refaire. Je réfléchis à d'autres trucs. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Ouais, non, spiritualité, en vrai, c'est pas à l'ordre du jour, mais voilà, quoi. C'est très ouvert, hein. C'est la partie botte secrète, c'est vraiment dev perso, c'est... Bah, dev perso, en vrai de vrai, moi, je pense que j'aimerais bien prendre le temps de me cultiver un peu plus. Non, j'aimerais bien prendre le temps de cultiver un peu plus ma spiritualité. C'est-à-dire que je suis hyper à l'aise dedans, mais je sais aussi que je suis pas au max. Tu vois, genre, je suis à, je sais pas, 60%, on va dire. 60-70%. Je les vois, les 30%. J'ai pas le temps de m'y mettre. J'ai envie de m'y mettre. Mais je me dis que pour s'y mettre, il faut avoir l'esprit libre. Tu vois, et allouer du temps, etc. Et aujourd'hui, je suis pas prêt à ça. Et ça, j'en ai vraiment envie pour le coup. Ça pourrait être vraiment pas mal. Je pense que c'est end goal post-Rhapsody. Je finis Rhapsody, je fais ça, je pense. Ok. Génial. Rachad, merci beaucoup. C'était vraiment super intéressant. Dernière petite question. Oh là là. Ah oui. C'était presque fini. Si tu pouvais rencontrer quelqu'un dans l'écosystème français, alors quand je parle écosystème, c'est une personne française ou francophone, un homme ou une femme, que ce soit un entrepreneur, entrepreneuse ou personnalité, sportif, quelqu'un qui t'inspire, avec qui tu pourrais passer 1 heure, qui est-ce que ce serait? Pour la petite histoire, j'ai rencontré Fianso que je voulais rencontrer. J'aurais pu dire ça il y a quelques mois, il y a 1 an. Et j'ai pu passer mon heure avec lui et j'ai pu poser mes questions. Ah, c'était génial. Personnalité extraordinaire. J'ai trop kiffé. Ça, c'était vraiment cool. J'avoue que tu me poses une colle, frérot. Des gens qui te motivent à être meilleur ou qui t'inspirent ou tu te dis, si je leur parle, il se passe un truc de fou, tu vois. Et en fait, je réfléchis et donc sur tous les pans, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui sont extraordinaires. Genre, dans entrepreneur, machin, j'ai rencontré le CEO de Believe. Le mec est extraordinaire. Mais vraiment. Tu prends une claque. Sur tous les aspects, tous. Tu choisis un aspect, tu prends une claque. Musique, on en a parlé. Sportif, je suis moins dedans en ce moment. Francophone. Et tu vois, c'est là que je rebondis sur la spiritualité. Bon, je digresse, mais j'ai le démon parce que tu vois, les gens qui, moi, colleraient à ma spiritualité, c'est des gens aujourd'hui que je vais regarder en anglais. Aujourd'hui, je consomme beaucoup de contenu en anglais. Et du coup, pardon. Tu fais bien, je suis insupportable. La prochaine fois, il faudrait mettre du scotch, tu vois, en mode, tu sors pas, gros. Non, mais tu sais, genre, je consomme beaucoup de contenu en anglais. Et genre, j'avoue, il y a des gens, j'aimerais bien discuter avec eux. Tu as des gars qui sont aux US et tout. Tu as Nouman Ali Khan en est un, par exemple. Bon, c'est très, très lointain, on s'en fout. Je pense que la personne que j'aurais envie de rencontrer après moult réflexions, c'est le rappeur Medine, qui est malheureusement trop connu pour des polémiques, mais en fait qui est un artiste extraordinaire avec lequel moi j'ai grandi. Donc les textes sont absolument, c'est de la poésie moderne, enfin c'est extraordinaire. Je conseille l'album Arabian Panther d'ailleurs, petit chef-d'œuvre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis construit vraiment avec ces textes, notamment pendant une période compliquée de ma vie, qui était genre un peu le collège-lycée, où t'es dans ta période de je suis immigré 2e génération, puis il y a 2 pays, comment est-ce que je mélange tout ça pour faire ma personnalité, qui suis-je, pourquoi, comment, où. Et j'aimerais bien discuter avec lui, peut-être plus pour lui présenter, tu vois, genre regarde, grâce à toi, j'ai fait ça,
t'en penses quoi? Je veux que tu saches que c'est grâce à toi que je suis heureux en partie aujourd'hui dans ma vie et que j'ai trouvé un peu des réponses à mes questions. Je pense que ça serait vraiment cool parce que aujourd'hui, même encore, tu vois, sa musique, il y a certains sons que j'écoute encore aujourd'hui. Enfin, l'album, il a pas 15 piges, tu vois, quasiment. Et vraiment, je l'écoute encore aujourd'hui en voiture, mais je termine le son, il fait 8 minutes, Arabu Spiritual, je suis en nage, j'ai plus de souffle, j'en peux plus, tu vois. Et ouais, je pense qu'il y a une vraie côté émotion de... Il est une des raisons pour lesquelles je considère que j'ai une dette envers le rap. Ok. Et que j'ai envie de la payer en faisant en sorte que Rhapsody fonctionne, tu vois. Je crois que c'est un peu ça. C'est beau. Ouais. Ah, puis il a vraiment ce côté grand frère. Je pense que ça lui plairait de discuter de ça. Et j'ai tellement d'anecdotes de fou. Enfin, tu vois, l'exemple que je donne tout le temps, mais je pense que les gens vont croire que c'est pas vrai alors que c'est 100% vrai. En première, à l'époque, t'étudiais le mouvement en anglais, en cours d'anglais, t'étudiais le mouvement des Black Panthers. Tu vois, Civil Rights Movement, années 60, etc. Donc, t'as tes cours, c'est une chose. Et moi, à l'époque, j'écoutais Medine. Donc, l'album Arabian Panther, qui vient du coup de tous les Black Panthers, etc., tous ces mouvements. Donc, il y a des grands récits de genre Malcolm X et compagnie. Sauf que moi, j'avais un truc de ouf, c'est que j'avais des parents qui me laissaient aller sur Internet à l'époque. Donc, on est en contexte, on est en 2008-2009, hein, donc c'est pas tâtontel. Et du coup, je me suis retrouvé à passer des samedis à lire la page Wikipédia de Malcolm X. Et t'es en mode, qui est ce gars? Tu vois, j'en entends parler, mais pas parce qu'on t'en parle en cours d'anglais. Parce que t'en entends parler dans un son et que tu comprends pas les refs. Et ça m'énerve de pas comprendre. Moi, mon cerveau, il est malade là-dessus. J'ai besoin de comprendre. Et ça m'énerve de pas comprendre. Donc, tu lis ça, et là, il se passe un truc de fou. Tu replaces les refs dans tes cours d'anglais. Parce que t'es un petit impertinent. Et ça marche. Et j'avais genre 18, et t'es en mode, quoi? Comment c'est possible, tu vois? Et ça marche trop bien. Et en fait, c'est un cercle hyper vertueux. Parce que du coup, t'as envie de te cultiver. Et tu vois, il y a plein de références, en fait, qui sont pas des références, mainstream, entre guillemets, ou en tout cas qu'on nous enseigne dans le cursus français aujourd'hui. Et on peut pas tout nous enseigner, it's okay, tu vois, même malgré tous les défauts de l'éducation nationale. Mais tu vois, des gars comme des penseurs, tu vois, issus de grands empires qu'on ne pousse pas forcément, tu vois. À l'époque, c'était l'Empire perse ou l'Empire ottoman, enfin, tu vois, qui sont des trucs où les mecs ont inventé les mathématiques. Bonjour. Ok. Même si c'est nous, aujourd'hui en France, qui avons le plus nombre, je crois que c'est quasiment le plus grand nombre de médailles de Fields, si je dis pas de bêtises. Les gars, ça a commencé là-bas avec de l'opium, tu vois. Enfin voilà. Du coup, tu vois ce genre de rêve un peu démente où t'as envie, tu vois, de l'alimenter et de pousser ça et voilà quoi. C'est clair. Faut être curieux. Il faut être curieux, ouais. Il faut se laisser le droit d'être curieux. Ouais, c'est ça. Faut se laisser le droit d'être curieux, je pense. Dernière question avant de nous laisser. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour un futur épisode? Quelqu'un qui se prêterait bien à répondre à ce genre de questions, que ce soit un entrepreneur ou une entrepreneuse? Écoute, je pense que je peux penser à pas mal de monde. Là, comme ça, j'en ai 2 ou 3 qui me viennent en tête, qui sont parmi mes invests. Ok. Il y a Hugo Mercier, qui est un des fondateurs de Dream, qui maintenant il fait autre chose, il bosse plutôt dans le côté Web3, crypto et tout. Hyper sympa, hyper smart, il a mon âge. Vraiment, le mec est génial. D'ailleurs, fun fact, c'est mon premier boss. Ok. J'ai bossé chez Dream pour mon premier stage, c'était assez cool. Il y a lui, je pense aussi à Pierre Garonner, qui est un des fondateurs de Mime. Ok. Le OnlyFans français, mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils ont l'image, tu vois, de faire du porn, alors qu'en fait, ils font aussi plein d'autres trucs. Et c'est une très, très, très belle boîte. Enfin, ils viennent de faire entrer DJ Snake, hein. C'est pas rien. Voilà. Est-ce que je pense à d'autres gars qui peuvent être hyper intéressants? En tant que founder, je réfléchis. Un peu dans le même délire, alors ils sont pas liés, mais Grégoire Mercier, qui est pareil un de mes invests et qui a bossé dans le mobile, qui a monté une très 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 belle agence qu'il a revendue, je crois, de consulting mobile, etc. Okay. Et aujourd'hui, je crois qu'il bosse dans plein de trucs. On pourra te raconter si tu le rencontres. Ok, bah super, écoute, merci beaucoup. Je les contacterai, ou en tout cas tu me feras une introduction avec eux, on verra ce qui est possible de faire. Oui, chef. Rachad, merci beaucoup, c'était vraiment top. J'ai appris plein de choses, je pense que ceux qui nous écoutent aussi, c'est toujours aussi intéressant, puis tu es très pédagogue, donc c'est très agréable. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, tes réseaux, perso, Rapso, dis-nous tout. Faut aller follow Rapso, partout, donc en général c'est _Rhapsody _. Sinon moi sur mes réseaux perso, Rachad de KRNH, mon nom de famille sans les voyelles. Voilà, et puis LinkedIn un peu, pas trop. Ouais, si, LinkedIn aussi, c'est juste que je poste rien en fait sur LinkedIn. Enfin, moi je poste surtout des stories sur Insta et des conneries sur Twitter. OK. Donc voilà. Et donc ajoutez-moi là-dessus et on
On se capte, hein. Je mettrai tous les liens de toute façon dans la description de l'épisode. Surtout, allez télécharger l'application, testez-la, c'est gratuit. Faites-leur le retour, c'est hyper important. Mettez 5 étoiles. Exactement, mettez 5 étoiles si le produit vous plaît. Si vous aimez le rap, vous allez forcément trouver votre compte. En tout cas, n'hésitez pas à porter vous aussi votre pierre à l'édifice et en leur faisant des retours. C'est grâce à vous qu'ils vont pouvoir améliorer le jeu. Et c'est vraiment très cool. Moi, je suis aussi dedans et à mon humble échelle, j'aime le rap, je suis pas un hardcore fan, mais en tout cas, ça me plaît beaucoup, donc je suis sûr que vous aussi, vous y trouverez un intérêt. Merci encore Achad. Merci à vous de nous avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là, c'est que je suis sûr que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager l'épisode autour de vous et à votre réseau. C'est super important, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci encore et à très vite pour un nouvel épisode. Salut!